Bon, ça a l'air bon. Voilà, donc on est à peu près pour 1 heure et demie, 2 heures ensemble, hein, sur ce webinaire autour de la création d'entreprise et de la création d'entreprise en franchise particulièrement, enfin création ou reprise, hein, Mm. d'une activité ou reprise en franchise. Ce qu'on va faire pour essayer de garder un petit peu d'interactivité sur ce webinaire, peut-être à chaque grand chapitre, à chaque fin de grand chapitre, je vous inviterai peut-être à poser 1 ou 2 questions. Mais tout au long du webinaire, vous pouvez, en utilisant l'espace de conversation, hein, ou de chat, vous pouvez poser des questions. On essaiera effectivement de la regarder et puis d'y répondre en temps réel. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, hein. Donc peut-être qu'on prendra des notes également et on vous recontactera derrière si besoin. Mais en tout état de cause, voilà un petit peu la façon dont moi je vois les choses. C'est qu'à chaque fin grand chapitre, effectivement, je ferai une petite pause pour peut-être avoir quelques questions et puis profiter également de l'espace de conversation pour formuler des questions au fil de l'eau, de manière à ce qu'on réponde de plus en plus à toutes les questions que vous allez vous poser. Et puis également qu'on donne un peu d'interactivité à ce webinaire. Alors, excusez-moi, je bafouille un peu, mais je pense qu'avec une fois qu'on va être lancé dans le sujet, ça ira un peu mieux. En tout cas, on va essayer je vais faire mon possible pour être le plus clair possible. Et moi aussi, n'hésitez pas à interrompre, voilà, poser des questions par rapport à l'état de maturité de votre projet. Vous êtes a priori en inscrits assez nombreux, donc c'est que vous êtes en train de réfléchir ou que vous avez déjà commencé à avancer sur un projet de création ou de reprise d'entreprise et que vous êtes en train de regarder qu'est-ce que c'est que la franchise et comment ce continent peut être abordé et qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc, tout ça, ce sont des questions qu'on va lever au fur et à mesure. Voilà, et pas seulement sur purement son financement, mais vraiment comment réussir et avoir les différents paramètres pour financer et développer votre projet. Oui, même si le financement est un sujet important, hein. Souvent quand on se lance dans la création d'entreprise, enfin Catherine, tu me confirmeras, mais généralement on n'a pas tous un bas de laine pour pouvoir financer intégralement son projet, racheter un fonds de commerce, je ne sais pas, faire des travaux, aménager son magasin ou son restaurant, acheter du matériel, hein. Donc on n'a pas tous, on n'a pas un bas de laine qui vont nous permettre de financer intégralement. C'est d'ailleurs peut-être même pas la bonne solution pour le faire. Et souvent on va faire appel à des partenaires, hein, le banquier, des plateformes de financement, Mm. sa grand-mère, je ne sais pas, enfin voilà, Ça. en tout cas des partenaires qui vont nous permettre de financer entre guillemets, une partie du projet de création d'entreprise. Donc ce titre, financer son projet de création en franchise, me Tout à- paraît, me paraît tout à fait adapté. ok. Eh ben, je vous propose de commencer, hein, sur le sujet. Alors, en termes de présentation, donc, je ne suis pas André Agato, ce qui explique peut-être effectivement le fait que je bafouille un peu sur ce webinaire, puisque André a eu un souci personnel aujourd'hui, donc il ne peut pas animer ce webinaire. Donc ça date de ce matin, donc je le supplée, hein. J'espère que ça va bien se passer pour vous. En tout cas, moi, je suis très heureux effectivement de pouvoir être avec vous ce matin. Donc, je ne suis pas référent régional de la mission entrepreneuriat. Bon, en revanche, pour la petite histoire, moi, j'ai créé ma première entreprise en 2010, la seconde en 2012. Vous voyez, c'était assez rapide. Je suis passé par les étapes et par le processus que vous êtes peut-être en train de vivre en tant que créateur ou créatrice d'entreprise. Je me suis formé, j'ai été accompagné, j'ai été financé également, hein, par une banque, etc. Donc j'ai ce retour d'expérience un peu opérationnel. Et puis en 2017, j'ai décidé de passer du côté obscur de la force et donc de me mettre à transmettre mon expérience, hein, ce que j'avais pu acquérir en tant qu'entrepreneur, donc en faire bénéficier d'autres entrepreneurs. Et donc c'est comme ça que maintenant je suis à la chambre de commerce. Alors j'ai travaillé pour plusieurs chambres de commerce, celle de Lyon, celle de l'Isère. Je suis donc maintenant à Marseille. Voilà, et donc mon travail, c'est d'accompagner, alors plutôt des repreneurs, mais j'ai accompagné beaucoup de créateurs et de créatrices d'entreprises dans leurs projets, de l'idée, de l'envie du projet jusqu'au démarrage opérationnel de leur activité. Donc voilà, donc j'espère qu'effectivement j'aurai le contenu et la réponse aux questions que vous pourrez vous poser dans ce cadre-là. Et pour ma Catherine? part, hein, voilà, pour ma part, moi je suis donc Catherine Gaulier de Noiles. Là, c'est mon profil LinkedIn que vous voyez s'afficher.
pour ceux qui souhaitent qu'on ait des connexions. Mon métier, c'est d'être responsable franchise pour Banque Populaire Méditerranée. J'ai longtemps eu une carrière dans la distribution chez Grand Optical Photoservice, puis ensuite le grand groupe américain Office Depot, Viking Direct, Gilbert, avant de rejoindre la banque il y a 17 ans. Et ça fait maintenant depuis 7 ans que je suis en responsabilité d'accompagner les franchiseurs et les franchisés de notre belle région dans leur déploiement et dans leur développement. Donc, avec la double casquette, à la fois de pouvoir accompagner les franchiseurs sur la façon de se déployer et de se développer sur le territoire, mais également les bonnes questions à se poser quand on est un futur franchisé pour bien choisir sa franchise et puis bien monter son plan de développement sur sa partie, sur sa ville. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas dans quel état émotionnel vous êtes en ce moment sur ce webinaire, hein, mais généralement, quand on se lance dans un projet de création ou de reprise d'entreprise, vous allez me dire si c'est votre cas, bah, finalement, on ne sait pas trop par quoi commencer. On ne sait pas trop par quoi commencer, on ne sait pas trop à qui s'adresser. On est un peu face à une forêt vierge, là, un peu d'interlocuteurs hein, qui sont positionnés. La CCI, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, déjà pourquoi il y en a deux, hein, l'expert comptable, le banquier. On ne sait pas qui aller voir, je dirais, un petit peu en premier. Et puis, on est face également à un certain nombre de problématiques, de dimensions, de sujets qu'il faut traiter, hein, qui sont extrêmement variés les uns les autres. L'étude de marché, juridique, l'adéquation entre le projet et vous. Et donc, finalement, on est un peu face à cette forêt. On ne sait pas trop comment se mettre en mouvement et dans quel sens cheminer. C'est un petit peu l'objectif qu'on va peut-être donner à ce webinaire, c'est de dire bah, comment on peut se mettre en mouvement sur son projet de création d'entreprise, hein, comment on fait le premier pas finalement dans son projet, et puis tant qu'à faire, le premier pas, dans quelle direction on va le faire et auprès de qui s'adresser. Et donc finalement, c'est un peu la complexité du processus, entre guillemets, de création d'entreprise ou de reprise, hein. C'est que bah, on a un certain nombre d'étapes à dérouler qui peuvent être importantes parce qu'elles peuvent être chronologiques. Hein, on va les dérouler là à peu près sur ce qui s'affiche. Et puis également, on a toute une série de dimensions juridiques, financières, marché, économiques, je ne sais pas, voilà, qui convient d'appréhender. Et sauf à être un expert du sujet, ou en tout cas d'un ou plusieurs de ces sujets, bah, généralement, on n'a jamais la compétence hein, sur l'ensemble des sujets. Donc, ce qui fait que ce processus de création, finalement, il est assez complexe et il est important, entre guillemets, de le structurer et d'être accompagné parce que ça va vous permettre effectivement bah, de comprendre, de connaître et de développer vos compétences et vos connaissances sur l'un ou l'autre, je dirais, de ces sujets. Alors rassurez-vous, on n'a pas besoin non plus de tout connaître, voilà, mais en tout cas d'avoir un vernis, on va dire, sur un certain nombre de ces dimensions de projet de création d'entreprise. Et puis ça va permettre de cheminer dans cette forêt vierge de façon un petit peu structurée et organisée. Donc là, sur la planche, on a listé quelques étapes hein, qui sont importantes chronologiquement. Euh, Moi, j'ai eu souvent des gens qui venaient me voir en disant bah, moi, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas quel statut juridique choisir. Bon, c'est un sujet important, le statut juridique, mais ce n'est pas forcément le premier sujet à appréhender, puisque choisir un statut juridique, ça dépend d'un certain nombre de critères qui sont propres à votre situation personnelle, fiscale, patrimoniale, sociale, etc. Et puis, ça dépend également d'un certain nombre de critères qui sont liés au projet. Et tant que vous n'avez pas défini les critères de ce projet, notamment les prévisions financières, eh ben, vous ne pouvez pas faire de projection sur bah, quels moyens vous allez pouvoir mettre dans votre protection sociale et donc quel niveau de protection sociale vous allez pouvoir attendre dans votre cadre de votre projet. Donc vous voyez, il y a des chronologies qui doivent être respectées parce que sinon on n'a pas toujours les réponses. Donc on a un peu des arbres comme ça qui cachent la forêt qu'il va falloir un petit peu contourner hein, pour pouvoir appréhender tout ça. Si on regarde un petit peu les quatre grandes étapes, hein, il y en a quatre, on pourrait les décliner un petit peu plus. Donc, le premier sujet, c'est l'adéquation entre vous et le projet. Je dirais plutôt l'adéquation entre le projet et vous. Hein, on a des images d'Épinal qui nous sont véhiculées dans la création d'entreprise. Je pense à des types qui sont, alors, déjà, mesdames, c'est souvent des hommes, hein, qui sont omniscients, qui ont une vision stratégique de fou, qui envoient des voitures dans l'espace alors qu'il n'y a même pas de borne de recharge pour les recharger, etc., quoi. Donc on nous véhicule un peu comme ça une image de l'entrepreneur, de quelqu'un un peu qui sait tout, qui peut tout faire. Ben non, ça, c'est pas la réalité de l'entrepreneuriat. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'on construit un projet à la mesure de ses moyens financiers,
Hein, c'est-à-dire que si vous avez peu d'apports à amener, vous n'allez peut-être pas vous lancer dans un projet de création de chambre d'hôte dans un château qui va vous demander 1 million d'euros d'investissement. De ces moyens en termes de temps, d'organisation. Si vous êtes papa ou maman de 5 enfants en garde alternée, soyons fous, vous n'allez peut-être pas vous lancer dans l'ouverture d'un bar, restaurant, lounge ouvert le soir, parce que vous allez peut-être avoir des problèmes de conciliation des temps de vie. Vos moyens en termes peut-être d'énergie ou d'appétence. Je ne sais pas si vous êtes plutôt timide, réservé, vous n'allez peut-être pas vous lancer dans le montage d'un organisme de formation sur lequel vous allez devoir prendre la parole en public toute la journée parce que vous serez un petit peu en difficulté, quoi. Donc voilà, donc construisez bien un petit peu tout cet aspect de réflexion, je dirais, sur vous-même, parce que vous êtes la personne la plus importante pour votre projet. Et si votre projet n'est pas construit en fonction, je dirais, de vos compétences, de vos connaissances, de vos envies, de vos motivations, bah, vous risquez d'abord d'être en souffrance, je dirais, dans le cadre de ce projet. Et puis surtout, le Vous projet irez à risque de ne l'échec. pas fonctionner. Voilà, il Mm. ira à l'échec. Vous êtes la personne la plus importante au monde pour votre projet. Hein, si vous n'êtes pas dans un bon état, entre guillemets, émotionnel, énergétique, etc., et c'est pas fumeux hein, ce que j'évoque, et ben, votre projet n'ira pas bien, entre guillemets. Donc c'est important de travailler d'abord sur vous et de travailler sur votre propre réflexion avant d'aller un peu plus loin. Alors ce que dit Christophe est très, très important parce que en fait, même, ce point est regardé par, tous les banquiers au moment où vous ferez votre demande de financement. C'est effectivement la cohérence entre, le projet et votre expérience, passée. Même si on sait qu'avec les franchises, vous allez avoir une qualité d'accompagnement qui vous permet, de passer d'un champ d'expertise vers le champ de ce que vous propose, le franchiseur, le métier vers lequel vous rentrez en rencontrant le franchiseur. Il n'empêche qu'on sait que les expériences les plus réussies s'appuient sur quand même un socle de minimum de références et de compétences clés qui seront vérifiées. Oui, c'est ça. Puis il y a des métiers qui demandent une certaine qualification. Oui. Hein, qui demande un peu de formation. Je sais pas, vous pouvez pas ouvrir une boucherie si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas un CAP de boucher, par exemple. Hein, pareil dans la restauration. Alors, c'est vrai que Alors, c'est possible. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais certains métiers demandent effectivement une qualification ou en tout cas des compétences. Il faut peut-être se former préalablement. Hein, ouais. si vous n'avez pas de capacité de transport ou vous n'aurez pas une société de transport, voilà, se former, peut-être avoir une première expérience dans le sujet. En tout cas, voilà, se mettre un petit peu en situation avant d'ouvrir votre entreprise. Voilà, ou d'avoir très vite les collaborateurs clés qui sont requis pour ouvrir l'activité. Mmh. Alors, deuxième volet qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui, c'est la partie étude de marché. Alors, l'étude de marché, je ne sais pas quelle image vous en avez, mais on imagine le pavé de 120 pages là, qu'on doit remettre sur le bureau du banquier ou de la banquière, excuse-moi Catherine, hein, qui doit justifier tous les tenants et les aboutissants du projet. Ça peut être simple. Par contre, dites-vous qu'une entreprise, elle ne vit que parce qu'elle a des clients. Hein, et donc, cette étude de marché, elle est indispensable d'abord pour vous. Hein, d'abord pour comprendre qui est le client, quel est son besoin, comment vous allez communiquer, etc. Si vous ne comprenez pas le besoin du client, votre entreprise, elle ne fonctionnera pas. Et souvent, attention à ça, parce qu'on inverse un peu le paradigme. On a une idée et on va aller chercher les clients qui vont aller avec. Mais ça, dans la réalité, ça ne marche pas bien. Vraiment, l'enjeu, c'est vraiment de partir du besoin du client, hein, et d'étudier son besoin et de construire une solution qui va répondre à ce besoin. Et là, c'est forcément implacable, je dirais, en termes de stratégie. Donc, on va essayer de parler un petit peu de tout ça, quoi. Ensuite, on verra la partie prévision financière, projection financière. Là aussi, c'est pas seulement, je dirais, pour les financeurs. Pour vous, c'est important de savoir d'un point de vue financier. Hein, vous, créez pas vous ne créez pas une entreprise uniquement hein, pour vous satisfaire vous. C'est pas de la poésie, entre guillemets. Il y a un modèle économique derrière. Ça doit tenir la route. Que votre ambition, ce soit de vous verser un salaire ou de gagner beaucoup d'argent, quelle que soit l'ambition. Mais, entre guillemets, il faut que la rentabilité, donc le modèle économique, effectivement, de l'entreprise fonctionne. Et pour ça, il va falloir se projeter, quoi, entre guillemets, d'un point de vue économique. Et puis, on verra après quel cadre, effectivement, social, fiscal, juridique, sont possibles pour créer votre entreprise et dans quel cadre vous pouvez évoluer. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être nouveau pour vous. Vous allez peut-être évoluer toujours en étant salarié. Et donc, il y a toujours un cadre social et fiscal qui est porté par le salariat. Alors, j'avance. Donc, comme je vous le disais, créer une entreprise, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Donc, il y a un certain nombre, effectivement, d'éléments à se questionner sur vous pour cette création d'entreprise. La première chose, peut-être, sur laquelle vous devez vous questionner, c'est sur votre motivation. La motivation, c'est votre carburant. C'est ce qui va vous permettre de donner du sens dans votre projet de création d'entreprise.
Vous savez, on fait un peu le yo-yo émotionnel, hein, quand on crée une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on a des moments d'exultation parce qu'on va signer sa première affaire ou son premier contrat, et puis il y a des périodes où on est au fond du trou parce que bah, personne rentre dans la boutique et donc bah, le chiffre d'affaires rentre pas et donc c'est problématique. On a des périodes de traversée du désert, etc. On fait un peu le yo-yo émotionnel. Et donc, si vous n'avez pas cet élément de motivation, si vous ne savez pas pourquoi, entre guillemets, vous faites ça, et que vous ne l'avez pas défini précisément, ben, vous avez le risque, entre guillemets, de baisser les bras au premier obstacle. Donc la motivation, il peut y avoir plusieurs motivations, mais elle est importante, en tout cas, à réfléchir, parce que c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, de donner du sens et de vous donner de l'énergie à vous dans le cadre de votre projet. Alors, il y a plusieurs types de motivations qui peuvent être évoquées. Il y a la possibilité d'avoir de la souplesse et de l'autonomie dans la façon de réaliser son travail. Il y a la possibilité de créer son propre emploi. Il y a la motivation qui va être liée à la reconnaissance sociale, au fait de se prouver qu'on peut soi-même réussir la création d'une entreprise ou de le prouver, je dirais, à son entourage. Donc il y a toute une série de motivations comme ça qui sont importantes, mais sur lesquelles d'apporter des choses aux autres, mais qui sont importantes pour de vous questionner, parce qu'encore une fois, c'est ce qui va vous permettre d'avoir cet élément-là, quoi. Deuxième élément qui sont importants, les qualifications, construire un projet à la mesure de soi-même, ça on en a parlé. Deuxième élément qui peuvent être important à vous questionner sur votre projet, c'est les caractéristiques personnelles sur lesquelles vous allez vous appuyer. Alors, il n'y a pas de bonne qualité ou de bon défaut pour créer une entreprise. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de caractéristiques qui ressortent souvent quand on interroge un petit peu les entrepreneurs sur, je dirais, la façon dont ils ont créé. La question de la personnalité, la question du sens commercial. Dites-vous que le commerce, c'est un rôle et c'est une dimension qui est extrêmement importante quand vous créez une entreprise. Encore une fois, une entreprise ne vit que parce qu'elle a des clients. Donc, au démarrage, vous allez faire pratiquement 50, 60, 70% de votre temps à faire du commerce, hein. Donc, c'est une compétence que vous devrez développer pour effectivement être en relation avec vos clients et de faire que ça fonctionne. Il va falloir comprendre effectivement des notions d'environnement, de marché, il va falloir appréhender, de contexte réglementaire, hein, que ce soit dans le cadre de la franchise. Euh, la souplesse, c'est pas toujours quelque chose de facile à gérer. Il faut apprendre à travailler en souplesse. Quand vous étiez salarié, vous aviez un collectif de travail qui vous portait. Le matin, quand vous n'étiez pas forcément motivé pour aller travailler, ben, vous preniez un petit café avec vos collègues, vous aviez simplement votre responsable qui vous disait il faut faire ci, il faut faire cela. Donc vous étiez dans un environnement de travail qui était porteur. Quand vous allez vous retrouver seul, hein, on parle de l'isolement du chef d'entreprise, quand vous allez vous retrouver seul à prendre des décisions, bah, quand on n'est pas, quand on a un peu le moral dans les chaussettes, quand c'est un petit peu difficile ou qu'on n'a pas de cadre de travail qui vous porte, c'est parfois un peu compliqué, je dirais, de gérer ça. Et donc la souplesse, l'autonomie, c'est pas toujours un cadeau quand on ne l'a jamais appréhendé dans un contexte de travail. Parallèlement, il va falloir que vous soyez disponible et donc vous ayez une capacité à gérer 10 problèmes en parallèle, à organiser votre temps et donc avec un fort niveau de stress. Vous allez devoir intervenir sur des sujets, on parlait de juridique, on parlait de développement commercial, on parlait, je sais pas, d'approvisionnement, d'innovation, d'animation de votre écosystème pour lequel vous n'avez pas forcément été formé et que vous n'avez jamais géré dans votre parcours professionnel. Donc il va falloir développer des compétences, des connaissances techniques que vous n'aviez pas forcément, et là sur le tas, hein. Et donc, bah, vous aurez une expérience professionnelle qui ne sera pas toujours en rapport avec ce que vous allez faire, quoi. Avec toujours ce rôle d'animation, d'entraînement, etc. Donc, vous voyez, un certain nombre de caractéristiques, de compétences qu'on n'a pas tout le temps. Moi, ce que je vous conseille, peut-être, c'est de commencer à lister ce que vous allez mettre dans votre projet, ce que vous allez mettre en termes de compétences, ce que vous allez mettre dans votre projet en termes de connaissances, ce que vous allez mettre dans votre projet en termes de savoir-être, parce qu'il y a toujours des choses qui sont transposables par rapport à votre parcours professionnel, par rapport à votre histoire, dans votre projet. Et de dire, bah, finalement, mes points forts, les voilà, tac, 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 en termes de savoir-être, de connaissances, de compétences, etc. Et puis mes points un peu faibles, hein, mes éléments de faiblesse, et ben voilà ce qui me manque dans mon projet. Et donc j'en ai conscience et ça va me permettre, je dirais, de le développer. On a tous des points forts et des points de faiblesse. Et l'important pour réussir un projet, puisque vous êtes tous uniques, hein, si deux personnes différentes mènent le même projet, on n'aura pas les mêmes résultats, bah, c'est de s'appuyer sur ces points forts
et de connaître ses points faibles pour être capable effectivement de mettre en place des mesures qui vont y suppléer. Et ça, je pense, et je vais peut-être te passer la parole, Catherine, mais je pense que le banquier, il est très important qu'il connaisse un peu de votre personne. Et si vous montrez qu'effectivement, vous savez vous appuyer sur vos forces et qu'en même temps, vous êtes conscient de vos faiblesses et que vous avez des solutions, je dirais, pour les couvrir, eh ben, ça va rassurer sur votre capacité à devenir entrepreneur. Alors c'est vrai que très rapidement, en fait, la franchise que vous allez choisir, souvent effectivement, va vous accompagner avec, des programmes de formation, pour appréhender tous les aspects du métier que vous êtes en train de rejoindre. En moyenne, on sait que, on est sur des propositions de 30 à 35 jours de formation, tant sur les aspects techniques, si vous rejoignez, je dis, n'importe quoi, mais vous rejoignez une enseigne comme, Jotool qui fait effectivement tout ce qui est pellets, enfin chauffage par le bois et pellets, etc., qui se déploie sur notre région. Eh bien, vous allez être formé sur tous les aspects techniques, mais également tous les aspects de management du point de vente et les aspects de développement commercial. Donc, on va regarder peut-être plus, généralement dans les franchises, la capacité à avoir eu une expérience par le passé de développement que stricto sensu le technique qui va pouvoir être fait avec des équipes de SAV qui vont venir prendre le relais. Donc, par contre, ce qui est certain, c'est que le banquier, il ira éplucher votre CV, comme tous les organismes qui ont été cités déjà par quelques-uns d'entre vous, là, que ce soit BGE, que ce soit Initiative, que ce soit la CCI, tous les accompagnants tous les organismes accompagnant la création d'entreprise vont effectivement regarder attentivement votre expérience professionnelle et également le soutien que peut apporter votre entourage familial. Est-ce que vous baignez dans un environnement où effectivement il y a cette appétence à la création d'entreprise ou pas? Voilà. Oui, c'est ça. Ce qu'on valide, effectivement, c'est votre capacité à devenir chef d'entreprise, finalement. Et comme vous l'avez jamais été, bah, comment on peut valider cette capacité à devenir chef d'entreprise? Bah, c'est à travers vos caractéristiques de compétences, de personnalité, votre maîtrise également du sujet, hein, voilà, du domaine dans lequel vous allez intervenir. Et même, donc, si vous n'êtes pas de ce domaine-là, donc le fait que vous soyez formé, que vous ayez acquis une culture, on va dire, une connaissance du sujet, hein, votre maîtrise des éléments de marché, financière, etc. C'est comme ça que vous allez être jugé. Alors nous, on a des outils effectivement qui permettent effectivement de travailler sur le sujet, hein. Notamment, on a un outil qui est pas mal, qui est un outil de construction de business plan en ligne qui s'appelle le CCI Business Builder. Voilà, le business builder, alors il y a plein d'outils hein, pour vous permettre de structurer des business plans, mais ce qui est intéressant dans le business builder, c'est que ça vous permet de vous poser des questions, de vous questionner à chaque fois sur vous, votre bilan personnel, etc., sur vos assises professionnelles, sur votre entourage familial, sur vos envies, etc., sur un certain nombre de choses comme ça. Hein, et puis, ça va vous permettre donc de vous poser les bonnes questions et d'y répondre finalement. Il y a plein de petits tutos, des trucs et astuces comme ça, des tips qui vont vous permettre de réfléchir à tout ça. Donc, c'est un outil qui est plutôt pas mal. Voilà. Et puis, on a également un outil de test personnel. Vous voyez, vous avez le lien qui est là, hein. Je vous invite à le prendre en photo ou à cliquer, je dirais, directement dessus si vous pouvez. Pas sûr que par Teams ce soit possible. Voilà, qui va vous permettre effectivement de faire un pré-test, hein, finalement, un pré-diagnostic sur justement pour faire ressortir vos points forts et puis peut-être les points d'amélioration que vous pouvez avoir pour devenir entrepreneur. Alors rassurez-vous, avant d'être entrepreneur, on ne l'est jamais, hein, donc voilà. Mais c'est quel processus pour devenir chef d'entreprise? Euh, Peut-être quelques questions à ce stade. Je vois qu'aucune n'ont été posées dans l'espace de conversation. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez des questions sur ce sujet-là et vous souhaitez intervenir? Grand silence. Ah, je vois que Clément lève la main. Ouais. Alors Clément, activez votre micro pour... moi, je ne vous entends pas. Non, c'est OK pour lui. Mmh. Ah, je ne suis pas sûr que vous puissiez activer des micros. Alors attendez, on va essayer de voir Ou alors comment on peut faire. par message, si Clément peut poser sa question. Je vous vois, Clément, je vois que votre micro n'est pas activé, mais...
Je ne sais pas si je peux l'activer à distance. Moi, j'ai pas la main. Peut-être toi, Catherine ou Magali, je ne sais pas si tu peux Non. activer un micro à distance. Alors, la question porte sur le financement bancaire. On va le voir un tout petit peu Ouais, plus loin, Clément. Effectivement, ouais. les différents types de financement et rentrer plus précisément dans le détail. Alors donc je continue. Alors je continue effectivement sur la sacro-sainte étude de marché. Donc comme je vous disais, une entreprise, elle ne vit que parce qu'elle a des clients. Hein. Donc finalement, c'est un peu particulier parce que là, on est sur un processus de création d'entreprise. Mais demain, quand vous serez, je ne sais pas, dans votre boutique ou dans votre restaurant, l'activité sera totalement différente et vous serez en train, je sais pas, de fabriquer des plats du jour, hein, de les vendre à vos clients, etc., etc., quoi. Euh, et donc, je vous disais que une des clés de la réussite d'un projet de création d'entreprise, c'est de comprendre bien sûr qui sont ses clients. Il y a- en marketing stratégique, hein, en études de marché, on dit il y a trois univers, entre guillemets, à comprendre pour que l'étude de marché fonctionne bien. Finalement, c'est assez simple de faire une étude de marché, il faut comprendre ces trois univers. Mais après, les outils et les méthodes peuvent être assez complexes. Le premier univers à comprendre, c'est effectivement qui sont les clients. Hein, qui sont les clients, quelles sont leurs caractéristiques, quels sont leurs besoins, comment ils achètent, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs freins, combien ils sont prêts à payer, etc. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toute une série de questions, je dirais, qui sont importantes à se poser, voilà, mais qui fait que si vous n'avez pas compris le besoin du client, vous ne pourrez pas construire une offre ou une proposition de valeur qui répondra à ce besoin, puisque vous n'avez pas compris le besoin. Hein. Ça paraît assez évident, formulé comme ça, quoi. Mais donc démarrer, je dirais, une entreprise simplement sans comprendre le besoin du client, c'est quelque chose qui peut être extrêmement risqué. Alors ça se traduit après par des problèmes financiers. Les gens rentrent pas dans la boutique, il n'y a pas assez de trafic, ou ils achètent jamais, ou ce genre de choses. Puis finalement, c'est toujours la conséquence, c'est toujours des problèmes financiers qu'on a. Hein. Mais c'est parce qu'effectivement, on a construit une solution qui n'était pas adaptée à un besoin client qu'on n'avait pas compris, et donc le projet risque de ne pas fonctionner. Alors, le franchiseur, lui, va vous fournir effectivement une première étude de marché. Il va vous fournir une étude de marché, entre guillemets, macroéconomique. Macroéconomique, ça veut dire global. Parce que lui, il a un retour d'expérience. Il a déjà, effectivement, développé sa franchise, implanté des magasins ou des restaurants dans ce cadre-là, hein, ou des sociétés de services, ou je ne sais pas. Ça dépend du franchiseur. Mais il a déjà des éléments, je dirais, d'étude des marchés qu'il doit vous fournir dans le cadre de son de ce contrat de franchise, quoi. Mais ça n'empêche pas que vous ayez, entre guillemets, à développer votre propre connaissance du marché. Sous deux registres. D'abord parce qu'on disait que vous n'êtes pas forcément un expert du secteur d'activité. Donc l'enjeu, c'est pour vous de vous approprier cette connaissance, de vous acculturer. Voilà. Et de comprendre finalement tous ces éléments de clients que j'évoquais, etc., comment tout ça, ça fonctionne, parce que sinon, effectivement, vous dépendez des éléments du franchiseur, voire vous dépendez complètement du marché. Donc, vous risquez de ne pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants du projet. Donc, même si le franchiseur, ou quand le franchiseur vous aura fourni un élément, vous aurez un travail à faire, vous, de développement de votre connaissance, donc d'acculturation, pour comprendre effectivement comment fonctionnent ces éléments macroéconomiques d'études de marché. Alors, ce point est important hein, parce qu'effectivement, le franchiseur vous doit une étude de marché complète. C'est un warning pour vous si le franchiseur ne vous fournit pas une étude de marché récente et bien documentée. C'est un warning pour vous sur le fait que vous n'aurez pas forcément un accompagnement à la hauteur du risque financier que vous allez prendre. Donc, ce point est absolument obligatoire. Hein, c'est la loi d'Houben qui l'impose aux franchiseurs qui se lancent dans le réseau. Et vous, vous serez effectivement regardé sur la qualité de votre réflexion pour votre implantation. Souvent, le franchiseur validera avec vous, voire même certains franchiseurs proposent des points de vente qu'ils ont déjà validés par leur service. Voilà, j'ai affiché la slide qui illustre ton propos, Catherine. Oui, et puis le franchiseur, aussi, il y a un élément qui est important et que je n'ai pas évoqué dans l'étude de marché, c'est de connaître la concurrence. Hein, et le franchiseur, il n'est pas toujours mieux placé pour étudier la concurrence, et en particulier la concurrence indirecte. Alors, un petit mot sur ce que j'entends par concurrence directe et concurrence indirecte. Un concurrent direct, c'est quelqu'un qui répond aux mêmes besoins que vous de la même manière. Hein, j'avais une franchise, je ne sais pas, de bar à salade,
Je ne sais pas, c'est les concurrents de votre franchiseur en matière de bar à salade. Mais si le besoin, c'est de déjeuner rapidement le midi, ben, vous avez plusieurs solutions entre le bar à salade, la salade toute prête qu'on va acheter chez Monoprix ou chez Carrefour, je sais pas, le food truck qui vient s'installer localement, etc. Tous ces gens-là, en fait, ils répondent aux mêmes besoins, mais d'une manière différente. Donc, ce sont des concurrents indirects. Un concurrent indirect, c'est quelqu'un qui répond aux mêmes besoins et de façon indirecte. Et donc, le franchiseur, il n'a pas toujours cette vision, je dirais, de concurrence indirecte. Et notamment, il n'a pas toujours une vision de la zone de chalandise. Je ne sais pas si ça vous parle, ce terme, je vais peut-être l'expliciter. C'est-à-dire de la zone géographique précise sur laquelle vous allez vous implanter. Parce que lui, il connaît le marché macroéconomique, mais il n'a pas de magasin ou il n'a pas de franchisé, c'est là sur là où vous implantez. Donc, la sociodémographie du territoire, les concurrents implantés, donc tout ce qui est chalandise locale, hein, études d'implantation locale, bah, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, pour en revenir, je dirais, à la planche précédente, vous voyez, vous aurez aussi, vous, à compléter en matière de connaissance de votre environnement local, hein, de l'étude d'implantation et de la zone de chalandise, et connaissance également de vos concurrents éventuels, et notamment les concurrents indirects qui ne seront pas toujours dans l'étude de marché fournie par le franchiseur, quoi. Donc, vous voyez, donc, même si effectivement le franchiseur, entre guillemets, vous fournit une étude de marché, bah, vous aurez toujours à compléter cette étude de marché, bah, de par vous, déjà développer votre propre connaissance, votre acculturation, et puis ensuite, effectivement, la compléter d'un point de vue marché local, hein, parce qu'il y aura toujours des compléments à apporter de ce côté-là, quoi. Alors vous allez me dire, OK, mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on identifie et comment on fait maintenant? Alors, voilà en quelques mots un peu les éléments que vous aurez à construire. L'élément le plus important, effectivement, c'est de comprendre le client. Hein, comprendre le client, encore une fois, c'est comprendre son besoin parce que c'est lui qui va vous faire vivre. Le deuxième élément, ça va être effectivement de répertorier la concurrence. Hein. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup en entrepreneuriat, c'est se différencier. Vous avez déjà dû entendre ça, se différencier. Bah oui, mais pour se différencier, il faut savoir ce que font les autres. Si on ne sait pas ce que font les autres, hein, on n'a aucune chance de se différencier, ou alors de faire la même chose, quoi. Et donc, se différencier, ça veut dire comprendre quels sont les produits ou les services qui sont proposés par les concurrents directs ou indirects, comment ils communiquent, hein, quel niveau de prix ils ont, est-ce qu'ils distribuent, je sais pas, en magasin, est-ce qu'on peut prendre des commandes, etc. Voilà, comment ils sont organisés, quel est leur process, quelle est leur équipe, voilà, quel est leur modèle économique éventuellement, différentes choses. Donc pour se différencier, il faut comprendre ce que font les concurrents pour pouvoir se différencier ou pas. Il y a des éléments également qui sont importants, c'est les impacts réglementaires, politiques, économiques, sociologiques, etc. Toute une série de critères qui ne sont pas forcément liés au client, hein, mais qui peuvent être importants à prendre en compte dans le cadre de son projet. Si vous ne maîtrisez pas la réglementation qui est liée à l'environnement dans lequel vous allez évoluer, hein, je ne pense pas hygiène, sécurité, ce genre de choses, bah, vous risquez rapidement d'avoir des problèmes avec le fisc, avec la loi, avec d'autres personnes, quoi. Et donc l'étude finalement de cet environnement, de ses clients et de ses concurrents, bah, ça va vous permettre de définir ce qu'on appelle, nous, une proposition de valeur. Donc une proposition de valeur, c'est comme si c'était le bénéfice de l'offre ou du produit ou du service que vous allez proposer, je dirais, dans le cadre de votre future activité. Si je reprends l'exemple, par exemple, de mon bar à salade le midi, là, en centre-ville, bah, finalement, l'offre, c'est des salades composées à la demande, je ne sais pas, voilà. L'offre, ça peut être ça, mais finalement, le bénéfice de l'offre, la proposition de valeur, bah, ce serait le fait de pouvoir déjeuner rapidement et déjeuner sainement. Vous voyez la différence entre l'offre et le bénéfice? Hein. Donc, je vends, moi, un bénéfice, c'est de déjeuner rapidement et sainement le midi, peut-être le soir et peut-être à d'autres moments. Et ça s'appuie sur une offre qui est un bar à salade sur lequel je peux composer mes différentes salades, etc., moi-même et manger rapidement. Donc, vous voyez la différence entre la proposition de valeur et l'offre. Et donc, c'est deux choses effectivement qui s'assemblent, je dirais, assez bien. Et puis, à partir de ça, vous allez déterminer effectivement quels sont les produits, quels sont les services que vous allez proposer, à quel prix vous allez les proposer, comment vous allez les distribuer, quels sont les horaires d'ouverture, etc., etc. Et puis, comment vous allez communiquer pour effectivement faire la promotion pour que les clients ils aient accès à votre offre, ils en aient connaissance et puis finalement ils puissent y accéder, quoi. Et puis derrière, peut-être des éléments sur comment vous allez produire cette offre. Est-ce que vous allez, quelles vont être les activités clés? Est-ce que vous allez vous appuyer sur des partenaires, sur des fournisseurs? Est-ce que vous allez travailler seul ou en équipe, etc., etc.
Il Alors y a un c'est là où modèle. pardon, Ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Alors c'est là où la franchise peut être un accélérateur, de réussite parce qu'effectivement, elle vous propose un modèle qui a déjà fait ses preuves normalement dans d'autres villes, dans d'autres contextes, économiques et plus vous rejoignez une enseigne qui a un petit peu d'ancienneté et plus elle est à même de vous, fournir, des prévisionnels qui sont des exemples, qui sont des moyennes de ce que réalisent les autres implantations elles peuvent avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'activité. Donc ça, c'est un point là aussi que la loi Doubin exige. Le franchiseur, dans le document d'information précontractuel, doit vous remettre la liste des points de vente avec leur implantation. C'est un point important voilà, qu'on reverra tout à l'heure. Mmh, mmh. Alors là, je crois que Catherine, tu as dit un gros mot, donc excuse-moi, tu as dit le mot prévisionnel. Donc je vais peut-être juste de dire un prévisionnel, ça ne se réalise jamais comme on l'a prévu, hein. Tout ça, Oui, encore c'est une fois, clair. c'est des éléments qu'on définit, entre guillemets. Mais moi, je dirais que c'est un petit peu comme des lignes directrices qu'on va fixer sur son projet et qui vont être importantes. Vous savez, Mm. quand vous roulez sur l'autoroute avec votre voiture, hein, vous avez des bandes blanches, des pointillés, des bordures de sécurité sur les côtés, etc. On roule jamais sur la bande blanche ou sur les pointillés. Mais en fait, on a toutes ces lignes directrices qui nous guident, entre guillemets, dans notre projet. Si vous roulez tout seul dans votre voiture et que vous êtes au milieu du désert, hein, bon, vous pouvez vous diriger au soleil ou aux étoiles, mais même ça risque d'être compliqué. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous risquez, votre trajectoire, elle risque de dévier un petit peu. Voilà. Et puis, vous risquez de ne pas arriver là où vous aviez prévu d'arriver. Donc voilà, c'est un peu l'image que j'utiliserai moi pour cette partie prévisionnelle. C'est quand ça vous permet de ne pas dévier sur votre projet et en tout cas de vous en rendre compte. De dire, ah, là, je suis pas, hein, mes besoins clients sont en train d'évoluer. Ou alors, je suis pas à l'objectif de ce que j'avais défini en termes de chiffre d'affaires. Ou je dépense plus d'argent, ou j'achète trop cher, hein, ou je mets trop d'ingrédients dans ma salade et donc, du coup, le prix de revient est pas bon. Je ne sais pas, enfin, des choses comme ça. Et de dire, ah, là, ça m'alerte en termes de pilotage économique, hein, et donc, finalement, comment je recadre pour être sûr de ne pas me planter de ce côté-là. Et finalement, prévisionnel, c'est ça. Prévisionnel, ça vient de compte de résultat prévisionnel. C'est une projection de ce que va être votre activité pendant les 3 premières années qui va vous permettre, d'abord pour vous, puis ensuite pour vos partenaires financiers et autres, bah, d'être sûr effectivement que vous serez bien en ligne par rapport à ce que vous avez prévu. Ça ne se réalisera jamais tout à fait comme vous l'aviez prévu, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir des alertes sur ces prévisions. Alors, il y a plein de sources pour faire une étude de marché, hein. Bon, les premières, effectivement, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'ont fait les autres ou comment ils se sont positionnés. Alors déjà, peut-être d'aller voir un franchisé. Mais attends, là, moi, je suis juste précise parce que là, on parle de l'étude de marché ou de l'étude d'implantation, là? Bah, je dirais un peu les deux. D'accord, parce que l'étude de marché, vraiment, c'est qui est l'étude de secteur, ça, le franchiseur vous la doit, hein. C'est vraiment un point important, c'est à lui de la faire et sa qualité vous donne une idée comme je disais tout à l'heure, la qualité de l'accompagnement. Là, vous par contre, votre responsabilité sera toujours de faire, votre Une étude enquête d'implantation. d'implantation, voilà et c'est là où on va retrouver effectivement tout ce que tu, marques. Voilà, quelle est les projets similaires sur la zone où je compte m'implanter avec effectivement les concurrents. On peut aller regarder sur société.com qui a de moins en moins quand même d'informations sur les chiffres d'affaires aujourd'hui, hein, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne publient plus leurs grands chiffres. Mais vous trouvez aussi d'autres éléments sur Papers, par exemple, hein, qui est un autre site économique. Voilà. Hmm, Excuse-moi, hein, oui. voilà, Non, parce non, que mais bien sûr, tu as bien fait de me préciser. Effectivement, on est j'étais dans peut-être un pas très, très clair. non, non, mais on est dans le contexte de la franchise, donc du coup, il y a des choses comme ça qui sont déjà fournies normalement par un fournisseur par un franchiseur de qualité. Oui, c'est ça, mais on est bien dans le même sens, c'est-à-dire que Mm. on doit vous fournir effectivement une L'étude étude de de secteur. marché, mais ça Mm. ne vous empêche pas effectivement, vous, de la compléter, et en particulier sur la partie implantation, quoi. Exactement. Mm. Donc effectivement, alors, société.com, Papers, qui sont des outils pour vous permettre, entre guillemets, d'analyser les chiffres, hein, de vos concurrents et de vos confrères. Et moi, effectivement, je faisais un aparté en disant, allez voir également un autre franchisé pour voir Mm. comment il fonctionne et quel est son modèle économique. Et à travers ces chiffres-là, bah, vous allez comprendre effectivement le mode de fonctionnement et le modèle économique de l'entreprise. Modèle économique, ça veut dire c'est comment on gagne de l'argent, comment on est organisé pour produire effectivement le service ou le produit et comment on gagne de l'argent. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, entre guillemets, et à développer.
Donc, effectivement, allez voir ce que font les concurrents, réaliser éventuellement une enquête de terrain, hein, aller faire peut-être un questionnaire, une étude de trafic, d'observation, etc. Tester, hein, peut-être votre projet. Voire faire des compléments d'études. Alors là, je vois qu'il est marqué, je fais réaliser l'étude par un organisme extérieur. Moi, je suis un petit peu prudent par rapport à ça. Vous pouvez externaliser, faire faire par des experts une partie de votre étude de marché. Mais attention à l'enjeu du fait qu'il faut que ce soit vous qui en tiriez les enseignements et l'apprentissage. Parce que l'acculturation, la montée en compétences et la connaissance du marché, si vous externalisez votre étude de marché, c'est le prestataire qui va monter en compétences. Donc j'aurais tendance à dire, travaillez avec des partenaires, hein, en particulier la CCI, où nous, on vous propose peut-être des fichiers, des chiffres clés, un certain nombre d'éléments comme ça économiques sur lesquels vous allez pouvoir travailler, mais n'externalisez pas complètement votre étude de marché, parce que vous risquez effectivement de ne pas monter en compétences sur cette connaissance du marché. Voilà. Et l'objectif de cette étude de marché, bah, vous l'avez compris, ça va être de bâtir une stratégie commerciale, de se fixer des objectifs de chiffre d'affaires qui soient réalistes, entre guillemets réalistes, c'est-à-dire qui couvrent un petit peu vos charges, hein, puisqu'effectivement on pourrait mettre n'importe quoi, et puis, entre guillemets, d'avoir un positionnement en termes d'offres et de produits qui soit correct, entre guillemets, c'est-à-dire une proposition de valeur qui réponde aux besoins du client. Il y a un modèle qui est assez intéressant pour faire ça, qui s'appelle le business model Canva. Hein. Vous trouverez plein d'exemples, plein de choses, et puis nous, on peut vous accompagner pour vous aider à structurer votre Canva, qui est un outil qui va vous permettre de cartographier tous les éléments clés de votre projet, de les organiser et de construire finalement votre business model, c'est-à-dire votre modèle économique. Modèle économique, c'est-à-dire comment on gagne de l'argent. Hein, c'est-à-dire à partir de quel type de client, sur quelle proposition de valeur, comment on touche ces clients, comment ces clients ils ont connaissance de votre offre et comment on fait qu'ils viennent chez vous, qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller chez vous et pas chez les autres. Hein, sur quels éléments clés on va s'appuyer pour développer son offre de produits ou de services, est-ce qu'on va s'appuyer sur des partenaires ou faire soi-même, et comment on gagne de l'argent et quels sont les principaux postes de défense. Donc c'est un outil qui est assez intéressant, qui s'appelle le BMC, hein, le Business Model Canva, et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour construire votre modèle économique et sur lequel vous pouvez être aidé effectivement pour le construire. Euh, J'étais donc dans les sources tout à l'heure quand je vous disais, donc il y a beaucoup, beaucoup de sources effectivement qui vont vous permettre de compléter votre étude de marché. Hein. Donc les chambres de commerce ou les chambres de métier qui vont vous permettre de récupérer soit des chiffres clés sur un secteur d'activité, soit des fichiers, directement des fichiers Mm. d'entreprise, qui peuvent être intéressants pour faire de la prospection, hein, pour démarrer votre activité. Vous pouvez avoir également, si vous êtes en B2C, des sites internet comme ceux de l'INSEE, qui fournissent également beaucoup de données sur notamment ce qu'on appelle les enquêtes consommation ménage, hein, qui vont vous donner des chiffres clés sur les principales dépenses et consommations des ménages. Je ne sais pas, en termes de loisirs, de consommation de tel type de produit ou tel autre type de produit. L'INSEE va vous donner également une analyse sociodémographique assez précise du territoire sur lequel vous allez vous implanter, hein, en disant, bah voilà, telle tranche d'âge, cette situation familiale, tel niveau de revenu, etc., etc. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont vous servir pour faire votre fameuse étude d'implantation ou étude de zone de chalandise, quoi. Hein, en disant, bah, si je m'implante là, voilà, j'ai affaire à tel type de population, tel niveau de revenu, etc. Donc de valider finalement l'adéquation de votre implantation par rapport à votre projet. Alors dites-vous que sur les projets, par exemple, d'implantation physique, d'un commerce ou d'un magasin, il y a trois critères. Hein, trois critères importants. Le premier critère, c'est l'emplacement. Le deuxième critère, c'est l'emplacement. Et le troisième critère, c'est l'emplacement. Hein, donc, vous voyez, donc, si vous êtes effectivement sur des franchises comme ça, physiques, de restauration ou de commerce, comme c'est souvent le cas en franchise, bah, donc, vous voyez, cette étude de chalandise, elle est extrêmement importante, pour ne pas dire stratégique, pour finalement la réussite de votre projet, quoi. Selon là où vous allez être positionné, le projet va fonctionner ou va pas être fonctionné, ou risque de ne pas fonctionner. Donc, il y a beaucoup de sources comme ça, effectivement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, effectivement, pour avoir des informations concernant votre étude de marché. On a des outils, on a des méthodes et on a des données qu'on peut vous fournir comme ça pour faire cette étude de marché. On a traité un volet important avec l'étude de marché. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, hein, ou des remarques ou des compléments. Voilà, je vois que Magali a publié des ressources en parallèle dans la conversation. N'hésitez pas à les télécharger.
Est-ce que les uns ou les autres, vous avez des questions, des remarques? Est-ce que c'est tout clair pour vous? Ça a l'air. Non. Bon, bah écoutez, je continue pour passer effectivement à cet aspect effectivement de, de prévision financière. Alors ça aussi, hein, c'est un morceau assez important, hein. On disait tout à l'heure que pour réussir un projet, il y avait un certain nombre de critères. Le premier critère qu'on évoquait, hein, c'était le premier chapitre, c'était de dire votre capacité à devenir chef d'entreprise. Hein, c'est là-dessus que vous allez être jugé. Et comme vous n'avez jamais été, a priori, chef d'entreprise, ben, on va vous juger sur effectivement la connaissance du métier, votre expérience professionnelle, la maîtrise du marché, des chiffres, etc., quoi. Voilà. Et puis, le deuxième critère qui était important, c'est l'adéquation avec le marché. Hein, on l'a évoqué, une entreprise ne vit que parce qu'elle a des clients. Et donc, bah, ça, finalement, l'adéquation marché fait que le projet va fonctionner, puisqu'effectivement, elle répond à un besoin client. Et le troisième critère un peu de validation d'un projet, bah, c'est le fait que le projet soit rentable. Donc, c'est qu'on ait des projections financières, hein, qui tiennent à peu près la route, quoi. Alors, il y a trois outils qui sont importants dans la partie projection financière. Donc, le premier, c'est ce fameux compte de résultat prévisionnel. Alors, il est appelé compte de résultat et tout à l'heure, Catherine a utilisé le mot de prévisionnel. Voilà, alors, c'est dans notre jargon, hein, on dit prévisionnel, compte de résultat prévisionnel. Voilà, c'est un peu, on utilise plusieurs termes. Alors, Sur finalement, c'est 3 quelque ans. chose sur Pardon. 3 ans. Mm, Voilà. Oui, mm, oui, je t'en prie, je t'en prie. mm. Donc, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut à peu près une durée de 3 ans pour stabiliser un projet. Hein, au début, on démarre, c'est pas forcément représentatif, et on fait de la communication. La deuxième année est un peu meilleure. La troisième année, il y a un certain nombre effectivement, de réajustements de charges qui arrivent. Donc, on va dire que pour stabiliser un petit peu le démarrage d'un projet, il faut à peu près 3 ans. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une projection sur les 3 premières années jusqu'en période de stabilité pour savoir un petit peu comment va être un petit peu le démarrage, quoi, de l'activité. Alors, ça a l'air sorcier, hein, un compte de résultat prévisionnel, mais finalement, c'est assez simple. C'est un tableau avec deux colonnes dans lequel on va mettre sur la colonne de droite donc les ressources, tout ce qui est partie chiffre d'affaires, quel que soit le chiffre d'affaires que vous réalisiez, que ce soit du service, du produit, de la maintenance, de la location, je ne sais pas, hein, un petit peu une combinaison de tout ça, hein, de la vente sur Internet ou de la vente en direct. Donc on va avoir, je dirais, toutes les sources de revenus, finalement, tout ce qui constitue notre chiffre d'affaires. Et puis, sur la partie gauche, sur les dépenses, on va avoir un petit peu tout ce qu'on va dépenser pour pouvoir produire cette activité. Hein, on va devoir avoir les achats. Si vous êtes toujours dans l'image de ce bar à salade, hein, pour fabriquer un petit peu les salades composées, bah, vous allez acheter un certain nombre d'ingrédients que vous allez dépenser. Puis, vous allez avoir des charges, qu'on appelle des charges fixes, externes, voilà, qui sont pas liées à la quantité de salade que vous allez fabriquer. Je pense au loyer, aux assurances, aux frais de l'expert comptable, au coût d'électricité, de l'eau, enfin un certain nombre de postes comme ça, qui ne dépendent pas de la quantité de salade que vous avez fabriquée, mais qu'il va falloir quand même payer, quoi. Vous allez avoir des salaires également peut-être à verser, ou en tout cas des charges sociales, hein, et puis éventuellement des coûts financiers. Et donc tout ça, ça va constituer un certain nombre de dépenses, et ce qui fait que bah, à la fin de l'année, hein, bah, vous allez gagner de l'argent, vous allez perdre de l'argent. Si vous gagnez de l'argent, ça s'appelle un bénéfice. Si vous perdez de l'argent, ça s'appelle une perte. Ça a l'air assez évident, mais ça, c'est important de le mesurer et, entre guillemets, de le prévoir parce que vous aurez les outils, les instruments de pilotage économique qui vont vous permettre de savoir si potentiellement vous gagnez de l'argent ou vous allez en perdre. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires avec le résultat, avec la rentabilité du projet, parce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent et faire un gros chiffre d'affaires, mais avoir un modèle économique qui ne soit pas suffisamment rentable, et ce qui fait qu'à la fin de l'année ou à la fin du mois, ben, vous n'allez pas forcément être bénéficiaire. Donc c'est bien la rentabilité du projet et donc la marge qu'on cherche à mesurer, en tout cas les différents niveaux de marge, parce que c'est ça qui vont être importants. Je ne sais pas si tu veux compléter, Catherine, ou si je parle sous ton contrôle, tu es bien plus experte que moi. Mais... Non, bah, c'est pas une question d'expertise sur le fond. Là encore, le franchiseur vous permet d'accélérer toutes ces prévisions. Souvent, on voit des enseignes matures avoir des partenariats avec des grandes sociétés d'expertise comptable et donc qui vont voilà. Et nous, ce qu'on regarde souvent, c'est effectivement est-ce que tout cela a été fait avec un comptable ou un expert comptable. C'est un point important qui nous permet, nous les banquiers, de dire bon ben voilà, les chiffres qui ont été mis ont été validés, contrôlés par un expert comptable. Voilà. C'est ça. Alors nous, effectivement, on accompagne effectivement beaucoup de créateurs ou de repreneurs autour de leur projet de création ou de reprise d'entreprise, et en particulier en franchise. Donc, ce qui fait qu'on monte le projet. Nous, notre enjeu, c'est de vous faire monter en compétence sur la compréhension et la réalisation, je dirais, de tous ces outils financiers.
Mais en tout état de cause, votre business plan, votre compte de résultat prévisionnel et votre plan de financement, ils seront toujours validés par un expert comptable, par un expert du sujet, hein, et ça, c'est un point de passage, je dirais, qui est une obligation, parce que même si c'est important que vous compreniez, que vous soyez en mesure d'échanger avec le comptable en termes de langage commun, que vous soyez capable de justifier vos choix, peut-être vis-à-vis d'un financeur ou d'autres choses, donc vous ayez la compréhension de tous ces outils et toutes ces méthodes, donc même si vous les montez avec nous, vous passerez toujours, je dirais, devant un expert comptable pour valider tout ça. Voilà, parce que c'est quelque chose, je dirais, d'indispensable. En complément de ce compte de résultats prévisionnels, vous pouvez avoir éventuellement un plan de trésorerie à faire. Souvent, quand on est dans le métier du commerce ou dans le métier de la restauration, on va dépenser de l'argent avant d'en encaisser. C'est-à-dire qu'on sort d'abord de l'argent de sa poche gauche. Alors, généralement, la poche gauche et la poche droite, c'est plutôt votre compte bancaire, mais on va dépenser de l'argent pour payer ses fournisseurs avant que vos clients vous payent. Donc, on a un décalage de trésorerie. Hein. Donc, après, l'activité, elle finance ce décalage de trésorerie, mais la première année, vous ne l'avez pas encore. Cette trésorerie nécessaire. Donc vous allez décaisser avant d'encaisser. Donc il faut mesurer, je dirais, tout ça pour être capable de faire financer finalement ces décalages de trésorerie et d'avoir sur la première année un petit matelas de sécurité pour vous permettre de gérer ce fameux écart de trésorerie ou ce besoin en fonds de roulement. Donc ça, c'est le deuxième outil financier. Le premier, je l'ai volontairement omis, c'est le plan de financement. Alors, le plan de financement, ça sert à déterminer de combien vous allez avoir besoin pour que votre projet puisse démarrer. Qu'on n'est pas dans l'activité opérationnelle, je dirais, dans votre fonctionnement. Là, c'est pour que le projet démarre, puisse fonctionner. Vous avez besoin de réaliser un certain nombre d'investissements. Vous avez besoin d'avoir peut-être de vous installer, hein, ou de rédiger des statuts juridiques, de payer un expert comptable qui va vous immatriculer, etc., etc. Vous allez peut-être avoir des investissements à faire, racheter un fonds de commerce, faire des travaux dans le local, installer une cuisine tout équipée, un four, je ne sais pas, acheter un véhicule pour pouvoir livrer. Donc vous allez faire, je dirais, un certain nombre d'investissements. Vous allez avoir besoin d'un peu de trésorerie de démarrage. Parce que ce n'est pas parce que vous ouvrez votre magasin ou votre franchise que les clients vont se précipiter dès le lendemain pour commander vos salades ou vos produits. Et donc, pendant ce temps-là, pendant que le chiffre d'affaires n'est pas encore en rendez-vous et que les clients ne sont pas encore en rendez-vous, bah, vous allez avoir des dépenses à payer. L'eau, l'électricité, le gaz, le loyer, tout ça, les dépenses vont courir. Donc, il faudra que vous ayez peut-être un petit matelas de trésorerie pour couvrir ces premières dépenses le temps que l'activité se mette à démarrer. Et puis, vous aurez à financer ce fameux décalage de trésorerie, ce besoin en fonds de roulement, hein, dans notre jargon, qui correspondra un petit peu à la valeur de votre stock initial et puis le décalage de trésorerie que vous pouvez avoir entre le moment où vous payez vos fournisseurs et le moment où le client vous paye. Donc tout ça, il va falloir le prévoir, parce que si vous ne consacrez pas, je dirais, des financements à ces dépenses un petit peu initiales, ben, votre projet, il ne pourra pas démarrer. Vous n'aurez pas le stock, vous n'aurez pas la trésorerie de démarrage, vous n'aurez pas fait les travaux dans le local, vous n'aurez pas la cuisine ou le fonds de commerce. Et sans ces investissements initiaux, bah, finalement, vous n'aurez pas de démarrage. Donc, le plan de financement, il sert à ça. Hein, il sert à déterminer, je dirais, l'ensemble des besoins de financement que vous allez avoir besoin pour que votre projet puisse démarrer, donc au tout début du projet, hein, à travers les différents postes que j'ai listés, et que vous allez financer d'une manière ou d'une autre. Et là, Catherine y reviendra plus longuement tout à l'heure, avec de l'apport personnel, du financement bancaire, des prêts d'honneur, et on va détailler ça, je dirais, tout de suite après. Mais avant de parler, je dirais, de ces financements, on va parler d'un moment que vous attendez tous, hein, tous et toutes sans doute, c'est quel est le bon statut juridique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou de mauvais statut juridique. Il y a des statuts juridiques qui sont adaptés, plus ou moins adaptés à une certaine situation. Et globalement, il y a deux grandes familles de critères. La première famille de critères, c'est votre situation personnelle, familiale, fiscale, sociale, etc., patrimoniale, etc. Si, encore une fois, vous êtes papa ou maman de 5 enfants en garde alternée, que vous portez la protection sociale pour vous et vos enfants, bah, le niveau du risque en termes de protection sociale ne va pas être le même, hein, que si vous êtes jeune, indépendant, etc. Donc vous allez peut-être choisir un statut juridique qui sera plus protecteur pour vous et vos enfants que si vous êtes plutôt jeune, sans personne à charge, etc. Et encore, je schématise un petit peu rapidement, c'est pas forcément parce qu'on est jeune et sans enfant qu'on n'a pas besoin d'une bonne protection sociale. Donc voilà, donc vous allez avoir des statuts qui vont vous offrir une plus ou moins bonne protection sociale.
Et vous vous rendez compte que selon la protection sociale que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir le même niveau de charge sociale. Ok. La protection du patrimoine également n'est pas la même selon le statut que vous allez choisir. Vous avez globalement des entreprises de personnes individuelles, la micro-entreprise ou micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, tout ça c'est la même chose, c'est une entreprise individuelle. Il n'y a pas de différence entre vous et l'entreprise. Vous aurez une moins bonne protection du patrimoine, même si ça s'est amélioré ces dernières années, que si vous êtes en statut société, où là, la société sera une personne morale qui sera complètement indépendante de vos biens, etc. Bon, sauf si vous êtes un escroc, vous faites des fautes de gestion, etc. Donc les protections ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc vous voyez, de votre situation personnelle, enfin en tout cas, vous allez avoir besoin d'une analyse un peu plus précise de votre situation personnelle pour choisir le statut qui sera le meilleur pour vous. Et puis, vous aurez aussi un certain nombre de critères qui vont être liés à l'entreprise que vous allez créer. Il y a des fois, il y a certaines entreprises qui vont vous conditionner le choix de tel ou tel statut. Et puis, le fait que vous entrepreniez seul ou à plusieurs, le fait que vous ayez un modèle économique qui vous permette, effectivement, en termes de protection sociale et de rémunération, vous orienter vers tel ou tel autre de statut. Donc, vous voyez, tant que vous n'avez pas fait de projection économique, de prévision financière, etc., vous n'êtes pas en mesure d'avoir les bons critères qui vont vous permettre, effectivement, de choisir le statut juridique qui sera le plus adapté. Donc, il faut d'abord réfléchir à tout ça avant de choisir son statut juridique. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais statut. Christophe, on a une question de Vimal Oui, qui est marquée là. Quand on est en Pôle emploi, il faut-il être en SAS puis changer? non, pas du tout. Mm. Non, non, il y a Il y aucun a pas de- choix. Non, ce qui se passe au niveau de Pôle emploi, si je comprends bien votre question, en fait, quand on est demandeur d'emploi, effectivement, on bénéficie d'une indemnisation de Pôle emploi alors qu'on est créateur et de son entreprise. Ce qui évite effectivement de devoir se le verser un salaire pendant les premiers mois de fonctionnement, les 18 premiers mois, donc ce qui allège quelque part le compte d'exploitation prévisionnelle, puisque vous avez une dépense en moins, qui est le versement d'un salaire sur votre compte d'exploitation, et donc ça permet effectivement d'avoir un petit peu plus de souplesse. Donc généralement, Pôle emploi, ils vont vous demander une déclaration pour dire quel salaire vous vous êtes versé, hein, pendant la période, et puis eux, ils vont compléter le salaire que vous vous versez. Donc, par exemple, vous êtes chez Pôle emploi, ils vous donnent 1000 tous les mois. Si vous vous versez 300 de salaire, Pôle emploi va vous compléter, va vous donner 700 euros de salaire. D'accord? Donc, ils complètent seulement. Si vous versez zéro, ils vous versent 1000 emplois. Donc, généralement, quand on est en SASU, on n'est pas, on n'est pas, on peut se verser ce qu'on appelle des dividendes hein, en fin d'année. Et effectivement, mais quelque part, Pôle emploi est en droit de vous redresser sur les dividendes que vous allez vous verser. Donc, ils peuvent vous demander effectivement un montant de redressement. Alors, dans la réalité, ça se passe pas souvent, quoi. Mais il n'y a pas de différence. Vous pouvez être en SARL, hein, parce que les SARL, vous allez vous rémunérer sur le résultat, tandis qu'en SASU, vous n'êtes pas obligé de vous rémunérer sur ce biais-là. Je me suis un peu pris les pieds dans le tapis dans ma conversation, donc je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question, mais globalement, il n'y a pas de différence, effectivement, en termes de choix de statut. Tout à fait. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais statut, hein. Vous voyez les principaux statuts là, qui sont listés là. Alors, on ne va pas les détailler, mais dites-vous que, en fait, le statut, la forme juridique de l'entreprise porte le statut du dirigeant, donc votre statut à vous. Vous serez travailleur non salarié ou assimilé salarié, selon que vous êtes en SARL ou en SASU, etc., hein. Et donc, ce statut du dirigeant porte la protection sociale du dirigeant. Donc, vous voyez pourquoi c'est important, effectivement, le statut juridique de l'entreprise, parce que ça porte effectivement votre situation à vous, quoi. Et autant quand on est salarié, tout est sur le bulletin de paye, on paye une couverture sociale, une mutuelle, etc., etc. Autant quand on est indépendant ou quand on est chef d'entreprise, tout est défini à la carte. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet de réflexion sur votre propre niveau de protection sociale, retraite, etc., accident du travail, maternité, ce genre de choses, dans votre réflexion sur le choix de la forme juridique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de vous faire accompagner sur le sujet. Alors, la CCI ou la Chambre des métiers peuvent vous aider. L'expert comptable également peut être rôle de conseil sur le sujet. L'assureur, un assureur en protection sociale spécialisé sur la prévoyance et la protection sociale peut être de bons conseils. Voilà, en tout cas, allez vous renseigner sur le choix du statut le plus adapté, je dirais, à votre situation.
Donc, il y avait une question de Vimal. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. N'hésitez pas à revenir, Vimal, si ce n'est pas clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce statut juridique, sur ce choix? Ok. Ok, on a la réponse de Vimal sur il est Voilà. accompagné par la CCI et par un expert comptable, donc il est déjà bien avancé sur son projet. Bon, bah, très bien. Ouais, ouais. Parce que moi, le sens de mon message, c'est que, enfin, voilà, c'est pas en quelques minutes qu'on peut choisir le statut juridique. Ça demande un peu de travail, un peu de réflexion, et notamment en termes d'input, quoi. Et puis, n'hésitez pas à avoir plusieurs avis si vous avez effectivement un doute sur le sujet, quoi. Eh bien, on va passer à un volet effectivement un peu plus financier maintenant, qui va être lié à la franchise. Mm. Alors effectivement, quand vous rejoignez une franchise, c'est plutôt un élément favorable pour les banquiers, parce que les banquiers ont tous remarqué depuis pas mal d'années que la solidité de la création va être plus importante que quand on est complètement un pur indépendant tout seul avec son idée. Très clairement, on sait que dans les 3 ans, le taux de réussite va dépasser généralement les 80% lorsqu'on est accompagné dans une franchise, alors que voilà, lorsqu'on est complètement seul, le taux de réussite au bout de 3 ans est plutôt aux alentours de 50-60%. Donc pourquoi? Parce qu'effectivement, les franchiseurs offrent des parcours de formation, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent aller jusqu'à une trentaine de jours. Nous, on voit que en moyenne, les franchisés installés, c'est 13 ans. Alors ça, c'est le fruit d'une enquête nationale de la franchise que le groupe des banques populaires fait tous les ans avec la Fédération française de la franchise auprès des franchiseurs et des franchisés. Et donc, ça veut dire qu'il y a au moins une fois une nouvelle signature du franchisé dans son enseigne parce qu'il est satisfait de la rentabilité. On voit aussi qu'au démarrage, il y a souvent du coaching ou du parrainage qui est fait par un autre franchisé installé ou par un responsable du développement de la franchise. Sur la première année, il n'est pas rare d'avoir plusieurs visites qui permettent de savoir si les réalisations commerciales sont dans les clous par rapport au prévisionnel. On est aussi sur des enseignes, alors ça c'est des moyennes, hein, mais en règle générale, voilà, en moyenne, on a un chiffre d'affaires pour 48% des points qui ont été créés en franchise qui va être inférieur à 500 000 euros. Et on en a quand même 30% qui sont supérieurs à 1 million. À certains, tout à l'heure, j'ai écrit qu'effectivement, depuis la Covid, les modèles économiques avaient profondément changé. On va prendre le secteur, par exemple, de la boulangerie, qui maintenant se transforme depuis à peu près 7-8 ans, et ça s'est accéléré post-Covid, en des lieux où on a aussi de la restauration rapide, voire une petite cafétéria et du click and collect. Et il n'est pas rare maintenant de voir des boulangeries de proximité qui dépassent le million de chiffre d'affaires, ce qui n'était absolument pas le cas il y a une dizaine d'années, par exemple. Donc, je ne sais pas si je peux passer le slide. Ouais, je voudrais juste Voilà. compléter sur un point, effectivement. Moi, je vais vous donner un chiffre qui va vous faire peur, c'est qu'effectivement, l'importance de l'accompagnement, que ce soit par une franchise ou par d'autres, etc., dans votre projet, une entreprise sur deux ne passe pas le cap des 5 ans. Hein, ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Et donc, par contre, effectivement, quand on est accompagné, on a des taux de pérennité qui sont supérieurs à 80, voire même 90%. Donc, dites-vous que c'est quand même complexe de créer un projet d'entreprise, et donc faites-vous accompagner dans le cadre de votre projet. Hein, ça, c'est pour moi un message que je souhaite asséner effectivement dans ce cadre-là. Voilà, alors effectivement, si vous voulez, nous, on a, quand je dis nous, c'est les banques populaires, on a une ancienneté puisque on est partenaire de la fédération depuis quasiment son origine, donc depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, on a à peu près un franchisé sur 4 qui est client de Banque Populaire, un franchiseur sur quasiment un franchiseur sur 2. Donc, on est vraiment une banque très dédiée, mais ça, c'est historique, hein, c'est lié au fait qu'on est très présent dans le commerce, dans l'artisanat, etc. Et donc, comme je vous disais, tous les ans, il y a une enquête annuelle de la franchise. Si vous en êtes au tout début de votre projet en termes de réflexion, je vous invite à la télécharger. Vous allez sur le site Banque Populaire Franchise et vous aurez quelques données clés comme ça sur ce qu'apporte le modèle économique de la franchise ou de ce qui est commerce associé
versus être purement indépendant. Je ne sais pas comment on fait pour passer le slide. Voilà. Alors, quelles dépenses d'investissement prévoir lorsqu'on rejoint comme ça des enseignes? Nous, ce qu'on voit avec le recul qu'on a sur les différentes franchises, c'est qu'en règle générale, pour 33%, le montant de l'investissement pour la création de franchise va être de moins de 50 000 euros. C'est parce qu'on a vu aussi sur les 10 dernières années de plus en plus d'enseignes dans le monde des services, et en particulier les services à la personne, qui sont généralement moins gourmands ou en service B2B, et donc qui sont moins gourmands en termes de niveau d'investissement que des enseignes qui réclament une implantation physique avec un droit au bail, avec du stock important, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'essentiel en fait de l'activité dans le monde de la création de la franchise demande un investissement inférieur à moins de 200 000 euros. La majorité des franchisés comme vous vont faire des démarches auprès de différents organismes publics. 2 franchisés sur 5 vont faire des démarches pour avoir des éléments qui vont compléter leur rapport personnel. Les banquiers vont regarder, et encore plus aujourd'hui avec la tension sur les taux, le niveau d'apport personnel pour la création en franchise. On demande généralement au moins 30% pour les activités de commerce, avec souvent le nantissement du fonds de commerce. Lorsqu'on est dans du pure activité de service, on va être plutôt sur du 40% parce que voilà, on a beaucoup de choses qui sont de nature incorporelle sur lesquelles le banquier ne peut pas prendre de garantie. Par contre, quand on est sur une reprise ou sur un deuxième point de vente, comme là encore, on a une base concrète de référence, on va plutôt être autour de 20% sur la demande d'apport. Donc voilà, ça c'est les données un peu clés. Alors, je vois qu'il y a une question de Vimal également, Catherine, qui est pour le financement, vaut-il mieux passer par un courtier ou faire le tour des banques par vous-même? Alors, là Moi, je peux encore, peut-être répondre. Je peux peut-être répondre oui, pour que vas-y. tu vas te garder ta déontologie de ce côté-là. Mais en fait, vous choisissez pas seulement un taux quand vous choisissez un banquier. Et d'ailleurs, vous choisissez jamais un taux, mais vous choisissez un partenaire avec qui vous allez travailler, qui vous accompagner dans votre entreprise et dans votre développement. Donc, attention à ça. Euh, Vous ne réussirez pas seul, hein, et il va falloir que vous constituiez autour de vous un réseau de partenaires, l'expert comptable, on l'a cité, le banquier, peut-être d'autres personnes, des prescripteurs, etc. Et c'est ce réseau de partenaires, c'est cet écosystème que vous allez animer qui va faire que vous allez réussir votre activité, quoi. Donc attention à ce point-là, considérez bien votre banquier comme un partenaire, hein, partenaire financeur, mais un partenaire, et pas seulement sur quelqu'un, entre guillemets, qui va vous prêter de l'argent ou sur un taux, etc. Donc c'est ma Et puis, réponse, voilà un peu. voilà, et puis là encore, lorsqu'on est sur des enseignes un peu matures, elles peuvent avoir passé des partenariats avec des courtiers. Il y a des grands courtiers spécialisés justement sur le monde des enseignes, donc où là vous aurez un accompagnement quasiment clé en main qui sera fait par ce courrier référencé auprès du franchiseur. Voire, voilà, elles ont passé directement des partenariats avec un certain nombre de banques qui ont l'habitude de rencontrer leurs franchisés. Voilà, par exemple, très concrètement, Banque Populaire, on a des partenariats en direct avec des têtes de réseau qui vont nous informer que leur prochain affilié va s'installer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et qui nous demandent de les recevoir d'une manière privilégiée parce qu'ils nous ont déjà transmis ou on connaît déjà très bien leur modèle économique. Donc ça facilite, c'est un peu un fléchage recommandé qui est fait par la tête de réseau. Je peux Alors, avancer. Alors souvent, j'ai une question tout de suite. Là, souvent, la franchise nous annonce les chiffres clés, dont l'apport perso. Doit-on s'y fier? On peut s'y fier si ça a été validé par un expert comptable. Voilà, la réponse, elle est immédiate. Quelles dépenses et investissements prévoir? Vous allez avoir, alors ça, c'est les grandes familles. Vous avez les droits d'entrée. Alors, en moyenne, on est sur du 15 000 euros en moyenne aujourd'hui sur les droits d'entrée, toutes enseignes confondues.
Le point clé à vérifier pour répondre un petit peu plus précisément encore à Aymen qui faisait la remarque, voilà, lorsque vous êtes sur une enseigne toute jeune, le droit d'entrée, il est là généralement pour avoir pour comment dirais-je, pour être en équilibre par rapport à la notoriété de la marque qui vous garantit d'avoir un flux d'activité rien que parce que vous vous installez sous telle enseigne. Il est là pour. Donc, quand vous êtes sur une toute jeune enseigne, le droit d'entrée, il ne peut pas être très consistant puisque l'enseigne est en démarrage. Sauf si dans le droit d'entrée est inclus, par exemple, tout le cursus de formation. Donc ça, c'est des points importants à regarder. Lorsqu'on me demande de payer au moment où je reçois le DIP un droit d'entrée, premier point, est-ce que si jamais je ne vais pas plus loin, on me rembourse mon droit d'entrée ou pas? Ça, c'est un point important. Toutes les enseignes ne le font pas. Elles estiment qu'il y a des frais administratifs, etc., et que donc le droit d'entrée, elles le gardent. Et surtout, est-ce qu'il est cohérent avec le secteur dans lequel je suis en train de rentrer? Donc, vous avez des tas de journaux, l'Observatoire de la franchise, toute la franchise, l'Express franchise, voilà, dans lequel beaucoup d'enseignes vont faire des publi-reportages ou vont avoir des articles sur elles, dans lesquels systématiquement les droits d'entrée et les redevances vont être marqués, ce qui vous permet de faire un peu un benchmark par rapport à ce qu'on vous annonce. Le deuxième point pour l'investissement, ça va être le budget de communication et de marketing de lancement. Là encore, est-ce que c'est inclus dans le prévisionnel qui vous est donné? Souvent, l'enseigne va vous donner une enveloppe. Quel budget de communication et de marketing faut-il faire pour le démarrage et le lancement de son activité? Toutes les redevances d'exploitation et de publicité vont être marquées. Alors, quand ça dépasse, quand on est sur des métiers de restauration, par exemple, quand ça dépasse les 7 à 8%, moi, je commence à regarder plus attentivement encore ce qu'il y a à l'intérieur de la redevance d'exploitation. Est-ce que, par exemple, c'est l'accès à une centrale de référencement avec tous les fournisseurs qui vont bien et vous avez donc des contrats en direct avec eux, ou est-ce qu'il y a une centrale d'achat avec laquelle vous travaillez? Donc ça, c'est des points que je vais regarder quand je suis en train d'analyser la qualité d'une enseigne. Et on va regarder aussi, vous aurez à payer aussi la redevance de publicité. Donc ça, c'est des points très importants du contrat à aller regarder. Est-ce qu'on vous demande de faire des campagnes promotionnelles 2, 3, 4, 5 fois dans l'année et qui sont donc pilotées complètement par le central? Ou est-ce que c'est eux qui centralisent l'internet, toute la communication sur les réseaux sociaux, et est-ce que ça vous communique des contacts complémentaires quand on est dans du B2B? Ça, c'est à regarder. Le stock initial lorsqu'on est sur du physique, lorsque, par exemple, on est non pas dans un contrat de franchise, mais dans un contrat de commission affiliation, ce qu'on trouve beaucoup dans tout ce qui est les vêtements, les chaussures, enfin voilà. Là, c'est intéressant parce que dans ce contrat de commission affiliation, le stock est gardé en propriété par la société centrale. Donc, vous n'avez donc vous pas à supporter le stock tant qu'il n'est pas vendu en quelque sorte. Donc, ça, c'est un point intéressant du contrat de commission affiliation. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne l'acquisition ou la location du point de vente et les aménagements de travaux. Vous avez pas mal d'enseignes aujourd'hui qui ont ou leur service interne d'aménagement des locaux pour garantir que ce soit complètement homogène d'un point de vente à l'autre, ou qui vous recommandent une société d'aménagement de travaux. Donc là, c'est des points à regarder avec votre expert comptable si c'est vous qui prenez en charge complètement l'aménagement des travaux, ou est-ce que il peut arriver aussi, là je pense à tout ce qui est crèche, je vois des systèmes de bourse d'échange sur les matériaux aussi qui se font au sein de la franchise.
Donc, tout l'équipement matériel, le mobilier, etc., va être pris. Le besoin en fonds de roulement qui va être fixé avec votre expert comptable, qui est là pour justement que vous n'ayez pas de rupture de trésorerie. Et puis, au démarrage, il faudra inclure dans votre prévisionnel tous les extras qui vont être les cabinets d'avocats, l'expert comptable, l'étude de marché, tous les spécialistes autour de vous pour vérifier la qualité, la faisabilité du projet. Alors, j'ai Eman qui nous répond. Merci Catherine. L'enseigne est jeune, formation de 4 semaines, pas de visibilité sur le net, ni de non connus, par contre aligné sur les tickets d'entrée. OK. Voilà, on a ça, et là l'exemple typique d'une enseigne qui est en démarrage et qui se cale sur ce que fait le secteur dans lequel elle est en train de rentrer. Slide suivant. Voilà. Les sources de financement. Alors, les banques restent la première source de financement. La banque va vous accompagner en termes vraiment de prêts sur plusieurs natures de prêts. Sur 5 ans, on va être plutôt à financer l'acquisition de matériel et le financement des travaux. Voilà, qui vont être là. Sur 7 ans, l'acquisition ou la reprise du fonds de commerce. Et sur 15 ans, parce qu'on voit aussi des personnes qui ont ce projet de vie, l'acquisition de murs professionnels. Il y a un point sur lequel je vous demande d'être particulièrement vigilants tous lorsque vous rejoignez une enseigne, c'est de regarder la durée du contrat. Parce que les banquiers, lorsqu'ils ont face à eux des contrats des fois je vois des enseignes qui proposent des contrats de 1 an renouvelables, voire de 3 ou de 3 ans. Là, on est sur une fragilité par rapport à la demande d'emprunt bancaire, parce que les banquiers vont apprécier de pouvoir vous faire un prêt qui soit au moins sur la durée du contrat. Donc, c'est un point à regarder. Donc, on sait que vous allez être accompagné dans le démarrage de votre activité. Lorsque on est sur une enseigne où il y a une réitération prouvée du concept, on sait que la pertinence est là et on connaît souvent, nous, les grands ratios de rentabilité. Et voilà, le franchiseur va pouvoir vous aider à établir un provisionnel. Alors, on va avancer. Je vois que certains ont déjà des projets bien avancés puisqu'ils me parlent de la BPI, etc. OK. On va le slide suivant. Je n'ai pas la main, en fait. Je vais essayer. Voilà. Alors, pour préparer, ça y est, j'ai pris là. Pour préparer son rendez-vous avec la banque, il faut savoir que beaucoup de franchiseurs vont recommander une ou plusieurs banques, etc., comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc là, ça veut dire que vous avez un chemin, vous avez en face de vous des banquiers qui connaissent déjà le modèle économique de l'enseigne. Donc, en amont, il faut au maximum demander aux franchiseurs de vous fournir des chiffres. Alors, généralement, ils offrent voilà, des chiffres en moyenne. Demandez-leur des écarts types, c'est-à-dire les plus gros magasins, qu'est-ce qu'ils font, les plus petits, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, ça vous donne des fourchettes. Et ensuite, ce qui est hyper important avant d'aller voir la banque, c'est d'aller rencontrer, comme le disait tout à l'heure Christophe, d'autres franchisés établis. Dans le DIP, vous avez forcément, parce que c'est une obligation, la liste de tous les franchisés déjà installés. Et donc, à minima, d'aller vérifier sur société.com ou autre s'ils ont publié des chiffres. À maxima, prenez le temps d'investir du temps pour aller les rencontrer et qu'ils vous racontent un peu leur parcours. Et effectivement, si le business model qu'ils avaient établi au départ a tenu ou pas ses promesses lorsqu'ils ont démarré. Préparer son rendez-vous, donc rencontrer le conseiller bancaire et lui présenter le projet. On va aller plus loin, je pense que... Oh non, j'y arrive pas. Comment ça se fait? J'ai un petit... Ah, voilà. Préparer le dossier avec l'expert comptable. Donc, ce que l'on attend, tous les banquiers attendent ces éléments-là. Donc, le prévisionnel sur 3 ans, le plan de trésorerie, le plan de financement, les devis estimatifs des investissements et des travaux d'aménagement et les justificatifs d'apport personnel. Ils vont vous demander aussi votre parcours professionnel, votre situation familiale,
votre situation patrimoniale, avec en particulier si vous êtes locataire ou propriétaire. Tout ça, c'est pour savoir s'il y a possibilité de prendre des garanties si on est un peu court sur l'apport, et les relevés de compte personnels. Je vais essayer d'avancer. Pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Ah, voilà, merci. Que va regarder le banquier? Lorsque vous présentez votre dossier, il va quand même analyser la qualité de l'enseigne que vous êtes en train de rejoindre. C'est-à-dire que, exactement comme je disais tout à l'heure à MN, en face des droits d'entrée qu'on vous demande, des royalties, des redevances qu'on vous demande, de tous les engagements contractuels qu'on vous demande. Par exemple, on vous impose tel type de logiciel, on vous impose un minimum de budget de communication par an, on vous impose un minimum de stock à avoir. Si vous n'atteignez pas, je vois aussi des clauses où si vous n'atteignez pas tel et tel niveau de chiffre d'affaires, il peut y avoir des clauses sur lesquelles on vous impose des pénalités. Ça peut aller jusque-là. Donc, en face de toutes vos obligations, le banquier va regarder si la marque, l'enseigne, a de la notoriété, si elle est déjà connue, comme je disais tout à l'heure, s'il suffit de poser le macaron ou l'enseigne sur sa vitrine pour avoir du flux, est-ce qu'elle vous envoie des contacts? Comment se tient le concept? Est-ce que voilà, on est sur juste une centrale de référencement, une centrale d'achat? Comment se fait quand il y a des centrales de référencement? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement qui est fourni aux franchisés au fur et à mesure que vous commandez de plus en plus de choses? Quel est le savoir-faire et la méthode qui est fournie? Est-ce qu'on est face à vraiment un savoir-faire original ou est-ce qu'on est sur des recettes, par exemple, complètement éprouvées? Je connais certaines enseignes, par exemple, dont le vrai savoir-faire, il tient à des types de sauces qui ont été labellisées par tel grand chef. Voilà. Et est-ce que surtout, il y a un accompagnement technique et commercial et pas seulement la première année au démarrage, mais vraiment tout au long de la durée du contrat? Est-ce que vous vous retrouvez entre franchisés 1 à 2 fois par an? Est-ce qu'il y a des commissions ou des groupes de travail où les meilleurs, ceux qui ont les plus d'expérience vont pouvoir transmettre leur savoir-faire? Tout ça, on va le regarder pour apprécier la qualité de l'enseigne et voir si vous êtes sur un contrat équilibré ou sur un contrat qui ne l'est pas complètement. Et ça fera partie à ce moment-là des motifs de refus. Voilà, Banque populaire des Méditerranée, nous, on a une offre dédiée. Comme je vous disais, l'organisation de notre banque, c'est qu'on a vraiment des responsables franchises au sein de chaque région qui suivent les enseignes. Et donc, ça nous permet d'avoir une vraie vue sur la façon dont concrètement les enseignes se déploient dans le territoire français et dans notre région. Sur BPMed, nous avons une expérience. L'APACA, c'est le deuxième grand marché des réseaux en France derrière la région parisienne. Donc, du coup, nous avons une offre dédiée. Le prêt création reprise franchise de 2%, qui est vraiment une exclusivité Banque Populaire, qui est là pour couvrir jusqu'à hauteur de 25 000 € maximum, essentiellement l'immatériel des droits d'entrée et d'un certain nombre d'éléments immatériels au démarrage. Et puis, sur BPMed, on a une offre aussi un petit peu plus étoffée, en particulier sur les conditions monétiques. Alors, je m'arrête. C'est là. Alors, c'est marrant parce que je pensais que j'avais un slide. Il est peut-être plus loin, le slide sur. Je ne retrouve pas le slide sur justement tous les compléments d'apport qui peuvent être faits. Je ne le vois pas là. Parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur la BPI. Alors, Non, écoute, excusez-moi. non, a priori, il n'est pas dedans, mais on peut Mince. en parler, Alors, on peut en parler, hein. oui, on peut en parler parce qu'en fait, lorsque vous êtes en train de monter votre projet de financement, vous pouvez faire appel à un certain nombre d'organismes qui effectivement vont compléter l'apport. L'apport, c'est vraiment le point principal que va regarder le banquier. Donc très concrètement, votre épargne salariale, par exemple, va être mobilisable sur ce type de projet. Très concrètement,
vous allez pouvoir mobiliser l'épargne personnelle que vous avez. Mais le conseil que l'on donne souvent, c'est effectivement de panacher l'apport avec d'autres sources qui vous permettent de vous garantir un matelas de sécurité sur la première année. Donc, il y a des organismes comme BPI, effectivement, qui est cité par Vimal, et le réseau Initiative qui font des prêts d'honneur, mais qui offrent aussi des possibilités de garantie. Vous avez des réseaux aussi comme France Active, qui, en particulier pour les projets au féminin, vont pouvoir là aussi faire des garanties ou des prêts d'honneur. Vous avez un organisme qui est dédié à l'aide à l'implantation des commerces en zone prioritaire de ville. Et donc, par exemple, très concrètement sur Marseille, c'est toute la zone autour du port, par exemple, y compris la rue Paradis, qui s'appelle Impact Partenaire, qui, lui, fait des prêts sous forme d'obligations, qui peut être intéressant. Et en fait, pour tout ce qui est complément d'apport, etc., vous avez le remarquable site des chambres de commerce qui s'appelle lesaides.fr, sur On le lequel voit un vous peu plus loin, allez… ouais. Ouais, d'accord. Donc, sur lequel vous allez avoir, avec quelques critères, la liste de tous les organismes auprès desquels vous pouvez demander enfin, proposer votre candidature pour avoir des prêts d'honneur ou des aides en termes de garantie. Sur les garanties, vous avez des organismes comme la SOCAMA qui est spécifique aux banques populaires, mais vous avez aussi des organismes qui peuvent être recommandés par les franchiseurs, là encore, comme la SACEF ou la SIAGI, qui vous permettent d'éviter d'avoir une trop grande exposition de vos biens personnels en garantie. Voilà, ça, c'est des points importants sur lesquels vous pouvez compléter votre apport. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Hop, c'est peut-être que là, voilà, je repasse, voilà, j'avance. Voilà, le banquier, il n'est pas là juste simplement pour négocier un taux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le banquier, il va être là, votre business partner, pendant plusieurs années à partir du moment où vous avez signé le prêt chez lui et que vous avez mis les flux chez lui. Et ce qui est essentiel pour la réussite de votre projet, c'est les vigilances sur les trésoreries. Et donc, en particulier, premièrement, le point essentiel, c'est comment fiabiliser et accélérer vos encaissements. Donc, les banquiers proposent tous des TPE. Voilà. Maîtriser ces flux, c'est permettre effectivement à votre trésorerie. C'est pas seulement de regarder tous les soirs le chiffre d'affaires qui est important, enfin, c'est essentiel. C'est souvent un point de comparaison avec les autres franchisés. Mais pour cela, il faut avoir des systèmes d'encaissement qui soient fiabilisés et des choix de cartes bancaires aussi qui soient bien adapté à votre activité. Dans notre région, c'est très, très important d'avoir des TPE qui acceptent tout type de carte bleue et en particulier les cartes internationales. C'est un point de vigilance à avoir et de négociation à avoir avec votre banquier. Aujourd'hui, les banquiers vous proposent des gammes très larges de terminaux d'encaissement. Les fixes, bien sûr, qui vont être à la caisse juste à côté du point d'encaissement. Mais vous avez aussi les TPE portables qui permettent d'encaisser sur les terrasses, etc. Les TPE nomades qui permettent que quand vous allez chez le client ou vous avez une activité qui peut se délocaliser dans des salons, ça puisse être encaissé. Et là encore, les jours de valeur seront à regarder. Aujourd'hui, les TPE, ce n'est pas juste de l'encaissement. De plus en plus, vous avez des TPE qui sont liés maintenant avec des systèmes de fidélisation. Ça, c'est un point du contrat avec le franchiseur à regarder. Est-ce qu'il centralise complètement toute la politique de fidélisation des clients avec les programmes de loyalty, enfin de loyauté, c'est-à-dire les programmes de remise spéciale sur certaines opérations, de remise spéciale à partir de certains montants. Sinon, vous avez maintenant des services comme FitPro qui sont rattachés au TPE et qui vous permettent d'enrôler vos clients dans une base de données qui vous est propre et qui vous permet d'avoir votre base de données client
à vous. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant puisque c'est vous qui devenez maître aussi de vos techniques marketing locales en faisant des communications par email, par SMS, qui sont des points importants. Alors, Emmanuel me dit, peut-on très vite évoquer les garanties en cas de défaut de paiement des clients sur notamment des chèques non recevables sur des montants quel recours auprès des partenaires bancaires? Alors là, c'est une question effectivement très, 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 très précise. Je vous propose que je la garde au chaud et je vous en parle après, hein, en finale. Alors, maîtriser ces flux aussi, c'est d'équiper aussi ces systèmes de TPE et ces systèmes d'encaissement de paiement en 3 ou 4 fois. Surtout aujourd'hui, c'est des choses extrêmement importantes à pouvoir proposer aux clients pour lui permettre de payer avec des 3 fois sans frais. Des outils qui étaient réservés hier à des grosses entreprises sont maintenant accessibles à tout indépendant en France. Donc, ces systèmes-là, c'est des choses que vous pouvez aussi négocier avec votre partenaire bancaire. Et puis, alors ça, c'est une spécificité Banque Populaire jusqu'au mois de décembre. Il y a la possibilité maintenant de payer directement avec les iPhones. À partir de mars prochain, ce sera aussi sur les Samsung, de payer donc de portable à portable. Là encore, tout est fait aujourd'hui pour accélérer la circulation des encaissements en France, donc de façon à avoir une économie dynamique. Donc la digitalisation aussi s'est accélérée depuis la Covid. Donc c'est au-delà du prêt bancaire, c'est vraiment un point que vous aurez à regarder aussi avec votre banquier ou avec votre franchiseur. Quels sont les systèmes qui vous permettent d'avoir de la visibilité et de la conquête de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, 97% des franchisés ont des dispositifs qui sont mis à leur disposition pour du web to store, c'est-à-dire du fléchage vers leur point de vente, et 42% proposent désormais du click and collect. C'est la grande, grande, grande leçon post-Covid, c'est l'accélération du click and collect, c'est-à-dire de la part de chiffre d'affaires qui va être faite par du client occasionnel qui vient juste chercher sa commande à votre comptoir. Sur de la restauration rapide, on s'aperçoit maintenant que dans certains modèles économiques, on a jusqu'à 20% du chiffre d'affaires qui est ainsi fait en click and collect. Le digital sert aussi à avoir de la visibilité. Souvent, c'est le franchiseur qui s'occupe du référencement sur les TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux, mais pas tout le temps. Donc ça, ce sera un point à regarder lorsque vous serez en train de choisir votre enseigne. Est-ce que vous avez la main ou pas la main sur l'image et sur la possibilité de faire du business au travers des réseaux sociaux? Le point important aussi avec les franchises, c'est que la majorité d'entre elles facilitent les négociations pour proposer du paiement sans contact ou du paiement donc sur les smartphones. Alors pourquoi ça n'avance? Voilà. Donc nous travaillons. Mince, excusez-moi, je voulais revenir en arrière. Je sais pas si je peux. Hop, voilà. Notre banque, nous, notre groupe Banque Populaire a un service très complet sur effectivement tout ce qui est la digitalisation de la relation au client. Donc, avec des services comme Direct et Proche pour développer votre business via des pages Internet. Est-ce que c'est le franchiseur qui maîtrise complètement toutes les commandes en ligne via Internet, ou est-ce que vous avez juste une page magazine sur son site et vous avez la possibilité d'avoir à côté votre propre site Internet de commande en ligne? C'est un point à vérifier dans votre contrat. Est-ce que vous avez donc des réseaux sociaux sur lesquels vous avez la main pour y être tout seul? Et donc, comment on fait pour transformer ces réseaux sociaux de visibilité en des réseaux sociaux sur lesquels il peut y avoir de la précommande, du versement d'art ou voire du paiement en ligne avant de venir chercher les produits?
Et puis, est-ce que vous êtes, par exemple, quand vous êtes dans du B2B, est-ce que vous avez la possibilité d'envoyer des encaissements directement par un SMS ou par un email? Tout ça, ce sont des solutions simples qui permettent d'accélérer votre encaissement et donc votre trésorerie. Et là, en fait, si vous voulez, nous, on est très référencés auprès de grandes enseignes, mais aussi des plus petites, pour justement proposer ce type de service et d'équiper les franchisés sur tout ce qui tourne autour de la constitution de leur chiffre d'affaires et de leurs encaissements. Je vais avancer parce que tout ça, je l'ai dit, c'est un peu, voilà. Aujourd'hui, des services comme Direct et Proche, ça s'appelle comme ça chez nous, mais vous le trouvez dans d'autres banques, hein, c'est pour faciliter votre équipement entre un site vitrine, un site où il y aura du click and collect, des sites e-commerce, accélérer votre référencement sur les systèmes Google Ads de façon à ce on accélère votre visibilité, et puis la possibilité d'aller jusqu'à organiser avec vous et pour vous des campagnes commerciales, des temps forts pour accélérer votre trafic, et puis vous rendre visible aussi, y compris sur des sites comme Waze ou des sites plus locaux. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Payplug, donc c'est vraiment une page de paiement. Excusez-moi, je vais trop vite. J'ai du mal. Voilà. Payplug, c'est vraiment installer une page de paiement sur tous les sites que vous pouvez avoir, que ce soit l'internet ou que ce soit les différents réseaux sociaux sur lesquels vous allez être présent, et donc permettre de développer votre partie de clients en ligne. Paiement express, ça c'est un avantage extrêmement intéressant et très facile, effectivement, de pouvoir prendre des arts lorsqu'on est sur des services B2B ou relancer des clients aussi en envoyant une facture et un encaissement directement, donc avec un lien email ou par un SMS. Il y a un lien garanti par le groupe bancaire sur lequel le client final va pouvoir cliquer et vous payer tout de suite. Lorsqu'on a des grosses commandes de Noël, c'est typiquement le genre de choses qui permet de prendre des arts avant de réserver la commande pour le client final. Voilà. Alors, les compléments, je te laisse reprendre la parole, Christophe. Oui, donc peut-être quelques outils complémentaires qui peuvent être intéressants pour vous. Bon, pour tout ce qui est effectivement dépôt de marque, de logo, de nom, etc., vous avez le site de l'INPI, INPI ou l'INPI. Donc vous savez que l'INPI, c'est également maintenant l'organisme qui gère ce qu'on appelle le guichet unique. C'est là où vos immatriculations vont se faire lorsque vous allez créer votre entreprise. Bon, généralement, ça se fait par l'intermédiaire de votre comptable, de votre avocat ou de la CCI éventuellement, hein. Voilà, mais qui peut être fait sur l'INPI. Mais globalement, c'est un site ressource qui est assez intéressant. Je pense à la FNIC également, la FNIC qui gère les noms de domaine, hein. Si vous avez, effectivement, si vous créez une marque, enfin non, une franchise, pardon, mais si vous avez besoin effectivement de récupérer un nom de domaine, de créer quelque chose, la FNIC peut être intéressant. BPI France, on l'a évoqué sur la partie financement, mais BPI publie ce qu'on appelle des fiches projecteurs qui sont des descriptifs de chacun des métiers. C'est très très intéressant pour faire son étude de marché. Ça permet d'accéder rapidement comme ça à des ressources d'études de marché qui sont de façon rapide et puis assez efficace. Pour toute la partie d'aide au choix du statut juridique que j'évoquais tout à l'heure, vous avez un simulateur de charges sociales et fiscales sur monentreprise.fr là, qui est assez bien fait, hein. Vous pouvez en faire des simulations, je dirais, de statuts et de montants qui peuvent être intéressants de ce côté-là. Le site donc, des chambres de commerce s'appelle lesaides.fr. Donc là, effectivement, en fonction de votre secteur géographique, du secteur d'activité, de votre projet, vous allez pouvoir également avoir une liste de toutes les aides auxquelles vous êtes éligible, etc. Vous pouvez récupérer en fonction, encore une fois, du territoire ou de votre projet, quelques sites ressources. Un autre site ressource qui est celui des chambres des métiers et de chambres de commerce qui s'appelle Transentreprise. Alors c'est vrai que généralement les franchiseurs ils attendent de vous plutôt sur une meilleure couverture du territoire, donc un développement d'activité, mais il peut y avoir un intérêt à récupérer un fonds de commerce.
C'est pas toujours facile de changer la destination d'un local, mais de récupérer, je sais pas, un fonds de commerce de restauration pour le transformer, hein, ça coûtera toujours moins cher en termes de transformation. Puis parfois, vous êtes sur des secteurs géographiques ou des chalandis sur lesquels bah, c'est extrêmement difficile de trouver un local adapté. Hein. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir sur Transentreprise, qui est une bourse d'annonces, une plateforme de bourse d'annonces sur laquelle vous allez pouvoir trouver un certain nombre de publications en termes de locaux, de pas de porte, de droits au bail, de fonds de commerce, entre guillemets, à reprendre. Donc, ça peut être un site qui est intéressant de ce côté-là. Et puis, on voit de plus en plus certains franchiseurs, puisqu'il y a aussi une démographie qui va dans ce sens-là, qui entre guillemets, publient des annonces de reprise pour certains de leurs franchisés qui partent à la retraite ou qui veulent changer d'activité. Donc, je vous incite à aller voir ce site. C'est gratuit. Vous pouvez créer un profil repreneur de votre côté. Puis, vous avez accès effectivement à toute une série de bourses d'annonces sur de la reprise d'entreprise. Donc, ça me permet de glisser rapidement vers cette planche qui est très, très moche. Donc, sur les accompagnements de la chambre de commerce. Bon, nous, on vous accompagne de trois manières, en fait. Le premier, c'est la formation. On va vous aider à acquérir les compétences ou les connaissances qui vont être nécessaires pour mener votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Hein, donc, on a une formation qui s'appelle les 5 jours pour entreprendre ou les 5 jours pour reprendre. D'ailleurs, comme son nom l'indique, pendant 5 jours, vous passez en revue toutes les étapes et toutes les dimensions de votre projet de création d'entreprise. Chaque journée se passe avec des experts différents, assureurs, banquiers, experts comptables, CCI. Hein. Et l'objectif, c'est qu'au bout de 5 jours, vous soyez complètement autonome pour conduire et mettre en œuvre votre projet de création d'entreprise. Donc ça, c'est le premier volet, effectivement. Hein, en matière de reprise et également de création, c'est la formation, acquérir toutes les compétences qui vont bien pour réussir votre projet. Deuxième volet, c'est on fait de l'accompagnement individuel, du coaching, où on travaille à côté de vous sur votre projet de création de reprise pour vous aider à le structurer, à le monter, et puis à le mettre en œuvre et à réussir sa mise en œuvre. Donc on est un petit peu, c'est comme si vous aviez quelqu'un à côté de vous, là, vous êtes en train d'apprendre à conduire, hein, vous avez quelqu'un, vous avez le moniteur d'auto-école qui est à côté de vous, c'est vous qui conduisez, c'est vous qui avez les manettes, mais il est là pour lever des obstacles, vous donner les bonnes orientations, vous rassurer quand il y a besoin d'être rassuré, et qui va vous mettre en relation également avec les gens qui vont faire que votre projet puisse réussir, avocats, notaires, comptables, banquiers, assureurs, et j'en oublie, hein, plateforme de financement, initiative, etc., qui va vous aider à monter le projet, à vous mettre en relation. Et donc, c'est le troisième volet, effectivement, de notre approche, c'est de vous mettre en relation avec les gens qui vont faire que votre projet va réussir. Trouver un local, trouver un financement, hein, trouver une expertise, éventuellement trouver une entreprise à reprendre ou un fonds de commerce à reprendre. Donc, on va vous mettre en relation avec les acteurs comme ça qui vont vous permettre que le projet puisse démarrer. Et on va vous accompagner également pendant vos premiers pas on va dire, les 6 premiers mois ou la première année, je dirais, du démarrage de votre activité, quoi. Donc, voilà un peu notre accompagnement. La formation pour acquérir des compétences, l'accompagnement individuel pour vraiment mettre en œuvre votre projet, et puis la mise en relation avec les gens qui vont faire que ce projet puisse démarrer. Voilà, je ne détaille pas plus et je te redonne la main, Catherine. Oui, ben, écoutez, moi je vous invite, pour ceux qui sont tout au début de leur projet, de faire, le quiz franchise, que vous trouverez sur le site Banque Populaire. Vous trouvez aussi pour le télécharger, voilà, un rappel sur, tous les éléments qu'il vous faut pour préparer votre dossier, auprès du banquier. Et puis, bah, écoutez, moi je reste à votre disposition pour des questions, plus précises. Voilà, vous avez mon profil LinkedIn qui s'affiche en ce sens. Voilà, et nous, il est 11h15, donc on avait prévu jusqu'à 11h30, donc on a un petit quart d'heure pour répondre à des questions, peut-être sur ce qu'on a vu ce matin. Alors, est-ce que je peux activer les micros? Je vais voir ça. Alors, moi, on m'a délégué l'animation, mais je ne suis pas sûr que je puisse activer les micros. Hein. Mais- Écoutez, je ne trouve pas.
que je ne réussis pas. Alors, je vois que Clément pose une question là sur les tendances de financement des restaurations. Enfin, non. Alors, je n'ai pas trop. Bien qu'il y ait un apport de 30%. Alors oui, sur la restauration, c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de créativité, de concepts sur cette période post-Covid, avec des fois des enseignes qui n'ont pas forcément beaucoup d'ancienneté. Donc, euh, donc, comment vous dire, si vous ne trouvez pas de financement alors que vous avez déjà, vous, un apport pourtant de 30%, c'est que les banques considèrent peut-être que l'enseigne que vous avez choisie est un peu junior ou ils ont même pas forcément beaucoup de recul sur la réitération avec succès du concept. Voilà, ce sont des points qui vont être entrés. Après, c'est vrai que dans notre région, la restauration est considérée désormais comme un. Il y a une telle pléthore d'offres et de créativité sur la restauration rapide sur ces dernières années qu'on arrive à certains endroits vraiment dans une saturation de l'offre, ce qui fait que du coup, le banquier va estimer qu'il y a trop de concurrence sur ce segment et ne vous suivra pas sur un nouveau projet. Je ne sais pas si Clément, je vous ai répondu. Alors après, j'ai Sébastien qui demande quels sont les délais moyens de retour bancaire après le premier contact et présentation du projet et des chiffres. L'expérience me montre que depuis septembre dernier et la remontée des taux, les délais s'allongent, tout simplement parce qu'il peut y avoir de la négociation. Les délais s'allongent parce qu'il peut y avoir une à deux nouvelles présentations avec effectivement des exigences plus importantes sur le niveau d'apport fait par le porteur de projet, par le futur franchisé, ou effectivement sur des négociations sur les garanties. Donc, je ne peux pas vous donner un délai. Là, moi, je vois des dossiers qui en moyenne, sont débouclés au bout de 2 mois, 2 mois. Quand l'enseigne est très, très connue, c'est quelqu'un avec qui il y a un flux régulier d'activités, où il y a des exemples de réussite sur la région, il y a des référentiels. On peut être sur ouais, 1 mois et demi, 2 mois. Des fois, c'est plus court. Ça dépend vraiment de comment l'enseigne est connue au niveau de la banque. Clément, l'enseigne a 40 ans d'ancienneté, donc il y a autre chose. Je ne suis pas dans le Oui, dossier, Clément. je pense que c'était la Donc, question précédente. Il y a une question de J-PAL, là. Les contributions marketing et pub sont-elles dues sur la durée du contrat, sur la période du contrat? J'ai l'impression que voilà, c'est une seule question. les contributions marketing et pub sont dues sur Sont-elles dues? sont-elles dues sur la période du contrat? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ce que j'ai vu là maintenant, qui a profondément changé depuis la Covid, c'est que ces commissions-là, ces contributions qui étaient annuelles, sont passées en versement mensuel, de façon à ce que le franchiseur ait lui aussi davantage d'encaissement. Alors, Donc, celle-là, je peux répondre. Lorsqu'on fait une offre d'achat pour un fonds de commerce, faut-il passer par un avocat ou un notaire? Ben, c'est bah oui, mieux c'est mieux, ouais. parce que effectivement, vous risquez, sinon vous risquez de perdre un peu d'argent, quoi, si effectivement si c'est mal ficelé, quoi. Donc oui, oui, ou, éventuellement par votre expert comptable s'il y a un service juridique, je dirais associé à ça. Mais en tout cas, oui, c'est mieux d'être accompagné sur ce sujet-là parce que c'est quand même assez technique. Et donc oui, il y a des frais. Alors on peut pas donner d'éléments de frais, mais oui. Hein, ça peut coûter effectivement un peu d'argent pour passer de ce côté-là, mais enfin, une fois, ça va vous en faire gagner aussi parce que vous aurez moins de risques juridiques, je dirais, par rapport à cette reprise, quoi. Ouais. Ah oui, aucun problème, effectivement, pour avoir deux notaires. D'ailleurs, vous invitez à avoir votre propre écosystème, Ouais, votre propre ouais, expert comptable, votre propre avocat ou pas, votre propre notaire, oui, oui, quelqu'un qui va défendre vos intérêts, hein, bien sûr. Mm. même si, encore une fois, c'est pas, enfin, c'est pas un combat, voilà, mais il peut y avoir quand même des éléments de négociation, pas seulement sur le prix d'ailleurs, le prix étant qu'un seul élément, mais je sais pas, sur des éléments techniques liés à la reprise du fonds de commerce. Donc oui, vous devez avoir effectivement votre écosystème qui va défendre vos intérêts. Oui.
Eh ben, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Alors, Il nous j'espère reste que donc, oui, ouais. vas-y Catherine. Non, je veux dire, enfin, si l'argent est le nerf de la guerre, effectivement, il y a vraiment beaucoup de sources. Si on est, alors je vois Mélanie qui nous dit si on est en tout début du projet, quel est l'acteur à voir en premier? Si vous en êtes au tout début de la réflexion. Alors non, il faut commencer effectivement par les organismes comme la CCI qui est là pour vous accompagner. Si vous êtes en réflexion sur le choix et la recherche de franchise, alors c'est dommage, vous avez loupé le Business Franchise Méditerranée qui a eu lieu au mois de septembre. Maintenant, vous avez le prochain salon national de la franchise qui va avoir lieu au mois de mars à Paris. Voilà, où là, vous avez vraiment plein d'enseignes. Il y a à peu près 500 à 600 enseignes qui sont présentes. Vous avez aussi donc les différents journaux que je vous ai cités qui présentent des enseignes, où là, vous pourrez faire vos comparaisons au sein d'un même secteur entre ce que peut proposer chacune des enseignes. Vous avez aussi une plateforme qui s'appelle les rencontres digitales des franchises qui vous permettent de comparer un certain nombre d'enseignes et qui ont un critère intéressant qui est celui de la localisation. Donc, ça permet de savoir si les enseignes recherchent sur la région. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui va vous permettre déjà de choisir le secteur d'activité dans lequel vous avez envie de travailler ou de vous faire une nouvelle partie de carrière. Et puis voilà, quelles sont les différentes propositions économiques et de partenariats qui vous sont proposées par les différentes enseignes. Mm. Et Oui, effectivement, la mais CCI est un de vos interlocuteurs premiers si vous recherchez à devenir indépendant sous franchise. Mm. voilà, mais comme effectivement, nous, on fait on propose ce qu'on appelle des entretiens diagnostiques. Donc, effectivement, c'est gratuit. Vous venez nous voir et vous allez ressortir effectivement avec une aide sur la façon de structurer et puis de faire évoluer votre projet. Je crois que vous posiez une question tout à l'heure sur les chiffres clés un peu qui sont fournis notamment par le franchiseur en démarrage. On a un peu l'image de la construction d'un business plan comme quelque chose d'assez linéaire. Et en fait, c'est des sujets sur lesquels on revient, on travaille. C'est assez itératif comme démarche, quoi. Et donc, du coup, effectivement, n'hésitez pas à venir nous voir et puis on permettra d'abord de vous mettre en mouvement sur le projet de façon structurée. Et puis, de toute façon, ensuite, nous, on travaille, l'écosystème travaille en partenariat. Et le moment venu, on vous réorientera vers les experts comptables qui vont bien, vers le banquier qui va bien, vers la plateforme de financement, etc., quoi. Donc, pas de souci de ce côté-là. Alors, autre question? Alors, Emen demande est-ce qu'on peut revoir cette réunion via un lien? Qu'est-ce qui... Alors, elle va être, elle a été captée, effectivement, enregistrée. Je ne sais pas vous répondre précisément sur effectivement la publication derrière et sur le fait qu'il y aura un replay, mais en tout cas, effectivement, on a les noms, hein. Donc, rassurez-vous, s'il y a un replay effectivement sur le sujet, vous serez les premiers informés sur effectivement la publication de ce replay. Voilà, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Effectivement, si c'est quelque chose qui est prévu, vous aurez l'info. Voilà, donc une publication de Magali sur effectivement les Sur votre étapes de la site, oui. création d'une entreprise en franchise. Mm. Après, Publication ressources. voilà, il y a une question précise. Après, je voulais dire, juste toujours pour ceux qui sont un peu en réflexion, vous avez aussi le site de la Fédération française de la franchise qui a l'immense avantage, les enseignes qui y sont référencées, c'est forcément des enseignes qui sont passées par des jurys et dont il y a eu vérification de leur correspondance à la déontologie des franchises. Voilà, c'est un point important. Alors, Co- co- Comment ouais, estimer un droit au bail, cher monsieur c'est une, Christophe? c'est une bonne question. En fait, Ouais. c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein, voilà, donc il y a un peu des critères objectifs selon l'emplacement, la superficie, voilà, un certain nombre de choses, mais en même temps, voilà, c'est un peu la loi de l'offre et de la demande, donc c'est pas une science exacte en fait pour estimer tout ça, quoi. Donc il faut en discuter effectivement encore une fois avec les partenaires, avec vos partenaires qu'on évoquait, éventuellement venir nous voir, négocier avec
avec le cédant, voilà, des choses comme ça. Alors effectivement, on trouve effectivement beaucoup maintenant de droits au bail qui sont estimés quand même un peu trop élevés. Ça reflue doucement, mais ça reste encore très élevé. La Chambre de commerce met généralement à votre disposition aussi, enfin en tous les cas, un service qui connaît les sites, les lieux qui sont en vacances, qui sont disponibles. Donc ça peut être très intéressant. Et puis vraiment, comme le dit Christophe, c'est une question de négociation. Il faut savoir que quand même pas mal de bailleurs aujourd'hui ont des obligations euh, ou vont avoir bien tout peu des obligations de mise aux normes énergétiques des bâtiments. Donc des fois, ça peut rentrer en argumentation pour la négociation du droit au bail. Mais c'est vrai qu'on constate que dans certains endroits, les bailleurs sont quand même restent quand même assez gourmands sur des niveaux trop élevés par rapport à la rentabilité du projet. Mm. Alors, merci Magali pour la publication des agendas de l'événement de la CCI. Ça répond à une question qu'il y avait. Vous pouvez également, je crois, vous abonner à la newsletter. Hein, ça vous permet effectivement d'être toujours au courant de ce qui se passe. Alors, oui, alors Vimal, vous avez une bonne réflexion. C'est qu'en fait, un droit au bail ou un fonds de commerce, en fait, ça vaut le prix auquel on peut l'acheter. Hein, parce que si c'est trop cher et que personne ne peut jamais se le Mm. faire financer, parce que les banquiers, ils ont les mêmes critères, hein, les prêts d'honneur, etc., pour tout le monde, entre guillemets. Donc finalement, à un moment, le marché de l'offre et de la demande va se rééquilibrer sur d'autres choses. Donc dites-vous que si vous n'arrivez pas à vous faire financer, d'autres n'y arriveront pas non plus, hein, entre guillemets. Donc c'est peut-être un élément déjà de discussion avec avec le bailleur. Et on parlait des délais, effectivement, de hockey des banquiers tout à l'heure par une autre question. Moi, il n'est pas rare maintenant que je vois des dossiers qui sont refusés dans un premier temps, justement parce que l'emplacement est trouvé comme étant trop cher. Et on a une nouvelle présentation qui se fait 2 mois ou 3 mois plus tard avec un nouveau local qui va mieux garantir la réussite du projet parce que le loyer aura été revu à la baisse, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Dites-vous que le local, c'est la conséquence de votre projet et pas la cause. Hein, souvent, moi, je vois des gens qui arrivent en disant, ah, j'ai trouvé un super local, voilà, et puis en plus, pas cher, et donc tout le projet est bâti sur ce local-là. Non, des locaux, il y en a. Hein, il y a des opportunités, etc. Donc, des fois, il faut savoir laisser passer un local pour en trouver un qui est meilleur ou moins cher, je dirais, derrière. Des opportunités, il y en a en permanence. Hein, donc, voilà. Et le choix du local, c'est vraiment la conséquence de votre projet et en aucun cas ça doit en être l'origine. Eh bien, écoutez, il est 11h29. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Un grand merci pour votre écoute, pour votre participation également, vos questions, vos échanges et vos réactions. J'espère que vous aurez eu toutes les infos que vous étiez venu chercher. Je crois qu'on vous l'a dit, donc je laisserai Catherine conclure, mais du côté CCI, vous avez eu l'agenda des webinaires. Et puis n'hésitez pas effectivement à nous contacter, hein, à travers effectivement ce que j'ai appelé un entretien diagnostic pour qu'on puisse effectivement changer plus individuellement sur votre projet. Ouais. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Christophe. Et bien, écoutez, moi je vous souhaite effectivement de bien franchir toutes les étapes pour votre beau projet. Voilà, les banques sont là pour vous accompagner. Comme vous le voyez, au-delà du simple prêt, il y a aussi tout l'aspect encaissement qui aujourd'hui est essentiel pour la pérennité de votre entreprise. Donc, eh bien, écoutez, moi je vous souhaite good luck, bonne chance et puis au plaisir de vous revoir bientôt auprès des banques populaires. Belle fin de journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée.